Aurélien, très content de te recevoir ici. Je vais te présenter très rapidement. Astrophysicien. Et tu es aussi, on va dire, est-ce qu'on peut dire militant? Ouais, je crois qu'on peut le dire. Militant de la cause écologiste. Je pense que beaucoup de gens t'ont plus connu à partir de ça qu'à partir de tes travaux d'astrophysicien, même si je pense que tu es parmi, dans les scientifiques, dans l'astrophysique, ceux qui ont le plus, on va dire, vulgarisé un peu le sujet, grand public. On a essayé, ouais. On a essayé de communiquer un peu, de vulgariser sans être trop vulgaire. Je pense, il me semble que j'avais déjà vu une émission, enfin une conférence de toi. Il n'y a pas une conférence où tu parlais un peu spiritualité déjà? Il n'y avait pas un truc comme ça? Ou peut-être que je me trompe totalement de personne? Non? Ça te dit rien? Spiritualité, je sais pas, parce que c'est devenu un mot un peu fourre-tout, on sait pas trop ce qu'on y met, mais en fait, besoin d'ailleurs, au sens le plus général, ça c'est bien possible, ouais. D'accord. Ouais, ouais, Voilà. c'est bien possible. On va parler de tout ça. Je vais continuer à présenter l'équipe. Bonsoir, Baf, comment ça va? Bonsoir, Alhamdulillah, ça va et vous? Toujours en forme? Bien, bien, bien. T'as eu des retours de la dernière émission? Elle était cool, hein? Moi, Vraiment, je l'heure parlais du dîner, hein. oh, si, j'ai eu un retour de mon frère, il m'a dit qu'il avait kiffé. Franchement, c'était un petit. Le meilleur retour, le meilleur Ah retour. ouais, 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 ouais. salam, tu sais, il est là. Et Ismail, comment ça va, Ismail? Salam, bonsoir tout le monde. Salam alaikum. Salam alaikum Aurélien. Bah ça va, T'es content de je suis trop pouvoir- content. Je suis trop content. En vrai, Je t'ai prévenu 3 jours avant, hein. je suis trop content de vous retrouver, Ouais. d'être là et tout, parce que la dernière émission, c'est Elle vrai qu'elle tuait, était hein. super. Il y a du niveau, attention Aurélien, elle était bien la dernière, hein. J'aime de plus en plus cette émission. Et j'aime beaucoup écouter aussi ce que fait Aurélien. J'avais déjà écouté un peu. Après, j'ai fait mes devoirs. Forcément, quand on te recevait, je me suis dit que je devais être un peu plus au fait. Et j'ai pris du plaisir. J'ai même écouté avec ma mère et tout. C'était cool. Ouais. Ah bah, Et voilà, donc je suis content. Je suis content d'être avec toi. et on est content de t'avoir, Ismail. Avec plaisir, on est ensemble. Enfin, Samir, comment Le ça va? chroniqueur. Bonsoir, ça va bien et toi? Tu t'es reposé de ta chronique, ça va? Oui, ça va. Heureux? Ouais, très heureux. Tu connaissais Aurélien Barraud ou pas? Bah, je le connais, oui, parce qu'il est très présent sur la toile. Si, bah, Contre mon gré. peut-être contre ton gré, mais bon, C'est voilà. vrai que tu es pas, enfin lui actif. T'as Ah, quoi, j'ai t'as- tout fermé moi, j'ai fermé Ah ouais Twitter et d'ailleurs j'incite tout le monde à le faire. J'ai fermé Oui, j'ai vu Facebook, ça, j'ai ouais. fermé Instagram, voilà, donc tout est fermé depuis un petit moment. Il reste YouTube, la chaîne non, il y a YouTube. la reste chaîne la chaîne YouTube. YouTube. Ouais, quand ouais, même. mais sur YouTube, je mets rien qui soit fait à cette fin. Tu vois, Ouais. c'est quand une compte Ouais. est filmée, etc. Parfois, je partage, mais je mets un point d'honneur à ne pas produire du contenu pour les réseaux sociaux. Bah, le Je truc, pense c'est que qu'on le c'est fait pour toi. C'est vrai que t'as plus besoin. Voilà. Point d'honneur, Et- écoute, c'est de. Voilà. C'est de Ça- T'as- ça en t'as- est t'as- constance. tu étais sur tous les plateaux télé et tout, et tu finis ici. C'est la déchéance. C'est la déchéance chez les islamo-gauchistes, voilà, avec 4 clampins. Il y a aussi Azadi qui va venir. 5 Euh, clampins. Non, mais C'est vrai. en vrai, c'est exact hein, que j'ai refusé absolument toutes les invitations télé depuis bien longtemps. Ah ouais, Et on est la que première depuis Je suis longtemps. content d'être là, ouais. Oh là 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 Voilà. là là. Après Bégodo, Nous, la on est première contents aussi. d'Aurélien Barraud et tout. Bien sûr. Vraiment, La c'est semaine c'est prochaine, la on fait Zizou, je vous le dis. pour aller plus loin. Et moi, la première question que je voudrais te poser, et ça sera t'inquiète pas, ce sera pas un interrogatoire, ce sera une question, une discussion ensemble. La première question, c'est qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a donné envie, qu'est-ce qui t'a amené à dire oui à cette invitation? Parce qu'en fait, beaucoup de gens disent déjà c'est étrange que Aurélien Barraud vienne sur Parole d'honneur. Mais aussi, les gens pensaient que tu allais venir pour parler soit d'écologie, soit peut-être de racisme. Et non, on t'invite à l'heure du dîner, où on discute un peu plus de spiritualité. Donc les gens sont un peu interloqués. Mais comment ça se Circonspect. fait? Ouais, genre, Aurélien Barraud là-dedans. Va-t-il annoncer sa conversion? Non, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de venir discuter et tout de tout ça? Écoute, sincèrement, je sais pas bien, je me sens un peu en danger parce que en effet, je me sens totalement illégitime pour aborder ces sujets et même je trouve d'ailleurs que ça a quelque chose de presque dommageable de les aborder publiquement au sens où précisément cette espèce de culture, tu vois, du développement personnel qui fait que chacun devra pouvoir se prononcer presque dans une logique de sondage sur toutes les interrogations alors même que là, tu évoques des interrogations très fondamentales, très sérieuses. J'ai relu dans le train en venant à Paris, parce que j'habite à Grenoble, un petit texte de Jacques Derrida qui s'appelle Oula. Foi et savoir. D'ailleurs, ce petit texte se termine par une citation de Jean Genet sur le fameux texte 4 heures à Chatilla, ce qui est quand même assez remarquable. Et dans ce texte, finalement, ce que dit Derrida, c'est que pour parler de spiritualité, il faut être dans le désert. Or là, on n'est pas du tout dans le désert.
Donc quelque part, ça va pas. Mais parce que ça va pas, ça secoue aussi un tout petit peu les attendus. Ça permet de mettre un petit coup d'arrêt à l'inertie qui consiste à nous utiliser, tu vois, dans une mécanique trop bien huilée. Parce que quand même, le système techno-capitaliste actuel, c'est une espèce de gigantesque gueule ouverte qui est prête à avaler absolument tout ce qu'on lui donne. Tout ce qu'on lui donne. Et donc, ce que je trouve chouette dans ce qu'on essaye de faire ce soir, c'est que là, on donne un truc un peu bizarre, en fait. Un truc un peu inattendu. Et donc, peut-être que ça sera un petit peu plus dur à ingérer et surtout à digérer. C'est pimenté. C'est vrai que c'est un peu. C'est chelou, quoi, comme truc. Mais c'est ce qu'on aime bien, en fait. Aussi, la particularité de ces espaces qu'on a réussi à construire, on va se lancer des fleurs et tout, mais on a réussi à construire ça, c'est de pouvoir avoir ce genre de discussion un peu à côté de ce qu'on entend un peu partout. Et aussi d'avoir le temps. Et aussi d'être dans une ambiance, parce que je pense que ce qui est important aussi, c'est pour ça qu'on demande aux invités de venir un peu avant, c'est aussi de s'imprégner de l'ambiance. Je sais pas si tu as apprécié avec nous et tout, mais Si, on c'était essaie super toujours de sympa. mettre à l'aise et tout. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ouais, bien sûr. Bah, c'est aussi pour ça que moi j'apprécie de plus en plus cette émission, parce que au début j'étais un peu dans mes petits souliers et comme disait, comme tu disais babouches. tout à l'heure, dans mes petites babouches, ouais. Comme tu disais tout à l'heure, j'avais du mal à me prononcer. Il veut la casquette à Ah, Zadie. tu veux ma casquette, ouais. Vas-y. Me faire raqueter, c'est un truc de ouf. Ouais, j'avais du mal à me prononcer sur le sujet parce que dès que tu dis un truc que tu penses, que tu penses pertinent et qui va être vu pertinent, et ben on va te donner un rôle de waouh, le mec qui dit des trucs pertinents sur la spiritualité et du coup ça fait directement gourou et tout. Enfin, dans une époque où en plus on est en recherche de gourous, de personnages auxquels s'accrocher, Intronisé expert, quoi. de fou. Ouais, je devrais peut-être lancer ma De secte ce soir. Mais non, Maintenant que tu le mais dis. bien sûr, c'est facile en plus, tu vois. Et du coup, de plus en plus, je commence à kiffer le fait que on soit détendu, on a le droit de se planter, de dire ce qu'on pense, d'être un peu quelque part en mode café du commerce, mais avec un peu plus de réflexion, en vérité. Et c'est ce qui est cool dans cette émission, tranquille, quoi. On parle, on pose les choses, il n'y a pas d'experts, ou alors s'il y en a, on se fait tourner le savoir comme si on était entre amis, quoi. Ouais. Et Aurélien, du coup, la phrase de Derrida que je connaissais pas là sur la spiritualité et le désert, elle me fait penser à. J'étais allé voir une conférence d'Éric Geoffroy. Donc Éric Geoffroy, c'est un. Je savais pas comment le présenter. C'est Éric un Geoffroy. spécialiste du C'est un spécialiste soufisme. du soufisme, ouais. C'est un Ouais. spécialiste francophone et français du soufisme. Et il disait que du coup, les maîtres soufis ont de tout temps prôné la retraite. Et qu'en fait, on est dans une époque aujourd'hui où c'est très compliqué. La retraite à 60 ou à 64 ans? Ouais, bien vu. Bien Oh vu. là là. On est dans une époque où c'est compliqué de se mettre en retrait, vraiment, et que du coup les maîtres soufis modernes ont développé le concept de la retraite parmi la foule. C'est-à-dire justement, le concept, il est de trouver l'esprit de la retraite, même en étant quand même parmi les gens. Et du coup, essayer de trouver le désert, soit en nous, soit dans notre vie de tous les jours. Et je crois que Ramadan, c'est un peu ça. Par exemple, moi, ce que je vis un peu cette année, c'est un truc un peu inédit. J'ai jamais autant. Souvent, en période de Ramadan, je m'arrête de bosser. Ouais. Je fais une petite pause. Et là, il se trouve que par les circonstances, j'ai plein de boulot. Mais genre plein de boulot. Je bosse comme un taré. Du matin au soir, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour de repos et tout. Et en fait, cette course effrénée, elle est en. Je sais pas, il y a une espèce de 3D avec le Ramadan, Ouais. qui est une pause. Parce que d'habitude, quand je suis dans ces périodes-là, je bouffe comme un taré, moi. Ouais. Je suis fatigué, donc je bouffe du sucre et tout, des trucs tout pourris, et qui me permettent de tenir. Et là, je peux pas. Du coup, je dois aller chercher mes ressources ailleurs, et je suis dans une espèce de, je sais pas, j'avance en 3D tout le temps, quoi. Tu vois, waouh, en même temps, je suis à fond, et en même temps, tranquille. Le midi, les gens, ils vont manger. Non, moi, je continue à bosser, mais tranquille, Ouais. mon rythme et tout. Et du coup, Ramadan, ça permet ça. Et peut-être que c'est une façon de trouver ce désert ailleurs que dans le désert, en vérité. Tu vois. Mais d'ailleurs aussi sur le désert, c'est un côté un peu ascétique et je comprends un peu tout ce qu'il y a derrière et tout. Et surtout à notre époque où on est vraiment interconnecté, tu vois. Et vraiment, on a juste regardé une journée, combien de fois on est sur le portable et tout. Et d'ailleurs, c'est le conseil que tu as donné de se déconnecter de tout ça. Mais en fait, moi aussi, l'intérêt de cette émission, c'est que cet aspect d'être dans le désert et de s'isoler et tout, je trouve que ça cache aussi une partie de ce qu'est la religion et de relier, tu vois, de relier les gens et tout. Et que parfois, pour moi, il y a le danger de. C'est un peu déjà tout le discours républicain sur la religion c'est dans la sphère privée et tout, alors que non, on veut dire ça se fait en public et c'est l'une des fonctions aussi de ça, mais aussi voilà, c'est un côté individualiste et tout, et ça perd cette notion là de partage et tout, et pour moi c'est aussi
l'un des intérêts de cette émission, c'est de partager ensemble, tu vois, d'avoir un moment où on discute de ça, on discute de nos questionnements, on discute de nos doutes, on discute de nos découvertes, on discute de nos ressentis, ce qu'on n'a pas beaucoup en réalité. Et même, je trouve qu'on a une période où on prend tout un peu à la rigolade et qu'on a un peu du mal à avoir ces discussions-là. Surtout avec l'époque moderne où c'est vu comme quelque chose de ridicule et tout. Euh, aussi d'avoir aussi un espace de discussion entre musulmans. Et comme tu as dit, tu dis que tu es pas légitime, pour moi, je suis en mode, mais qui c'est qui est légitime pour parler de spiritualité? De toute façon, la spiritualité, pour moi, c'est quelque chose de totalement subjectif. Donc, c'est toujours un rapport vraiment personnel à ce que, tu conçois comme la spiritualité. Donc, c'est toujours ce truc-là de est-ce que je suis légitime ou pas qui me pose question. Il me dit, mais tout le monde est légitime. D'ailleurs, faudrait qu'ils viennent à côté parce qu'ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas légitimes. Mais c'est vrai que pour moi, ça fait aussi ça fait partie des choses à interroger, de se dire euh, quels sont les espaces où on peut discuter de ça en fait. Je sais pas si toi tu as vraiment beaucoup l'occasion. Par exemple, on va faire un exemple. Est-ce que tu as l'occasion dans ta vie de discuter de ces sujets-là, de discuter de spiritualité ailleurs que ici? Oui, 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 et pourtant, je suis un peu critique sur le côté discussion. C'est-à-dire que, tu sais, Deleuze aussi, qui était un philosophe, disait que quand on dit à un philosophe, viens, on va discuter, généralement, il fuit. C'est-à-dire que pour que la discussion ait un sens, je crois qu'il faut quand même qu'on arrive avec un contenu qui est un petit peu maturé. Voilà, que ce soit pas simplement une sorte d'échange d'idées superficielles dans lequel on construit quelque chose qui ressemblait à une rhétorique. Hmm. Et je pense que notre société, on dit souvent qu'elle est très sécularisée, mais à mon avis, c'est quelque part pire que ça, en fait. Moi, je pense pas du tout qu'elle soit sécularisée, parce que comme tu l'as dit, religion, on ne connaît pas très bien l'origine, mais ça peut être soit relier, soit relire. Bon, les deux étymologies sont possibles, Mhm. et en fait, quelle que soit l'étymologie qu'on choisit, il me semble que notre société, en fait, est très religieuse. Mais elle est religieuse en un sens qui est pauvre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas renoncé à la transcendance. Elle a transcendantalisé son immanence. Et c'est ça qui est absolument catastrophique. C'est que finalement, On va la je traduire crois après que cette nous ne phrase. sommes pas... Après, on va traduire Là, cette c'est- phrase là, de par contre, transcender c'est son immanence. Non, mais... Ouais, c'est je- c'est pour ça mec, les gens se sentent pas légitimes. Ouais, bon, je peux pas m'empêcher d'être un peu chiant et un peu Non, pédant, mais non. si tu veux, C'est pas. Moi, ce que je veux dire, en fait, c'est que Ah non. je pense que la plupart des gens ne sont pas sans Dieu, en fait. Sans s'en rendre Ouais. compte, ils ont fait de l'inertie systémique quelque chose qui a quasiment statut divin, puisque précisément, ça ne peut pas être interrogé. Et ça, c'est un mauvais Dieu, c'est un faux Dieu, en réalité. Et je pense que c'est la pire situation possible, celle qui consiste... L'athéisme est une posture qui est extrêmement respectable, à mon sens. La foi est une posture qui est extrêmement respectable. Là, aujourd'hui, il y a une sorte d'entre-deux qui, me semble-t-il, emprunte le pire de chaque monde, c'est-à-dire diviniser un construit socio-politique qui en réalité est totalement contingent, c'est-à-dire qu'il pourrait ne pas être, il pourrait être autre, il pourrait ne pas exister, et en oubliant, tu vois, tout ce côté un peu bancal, un peu circonspect, un peu historique, en fait, littéralement, on le divinise. Mais ce n'est pas un acte de foi, en fait, c'est un acte de résignation. Et c'est ça qui est terrible. Donc je trouve que c'est une spiritualité déchue, en quelque sorte, atrophiée. effondrée. Est-ce qu'on m'entend bien comme ça? Je pense que ouais. Moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Et ensuite, ce que tu as dit toi aussi. Parce que toi, tu parles de lier les gens. La communauté, le collectif. C'est marrant parce que c'est totalement en réponse au projet qu'essaye de faire le capitalisme depuis des décennies, de diviser les gens, de les individualiser. Et je trouve que c'est une belle niche de résistance que de vouloir quand même garder tout est possible de collectif. Et ça rejoint ce que tu disais, parce que le capitalisme, Lordon le disait, mais même d'autres peuvent le dire, c'est un peu une sorte de religion. Il y a qu'à voir l'architecture des temples du capitalisme que peut être la Banque de France ou différentes banques, BNP Paribas notamment. C'est vraiment des piliers, on dirait c'est encore plus beau que des églises, quoi. C'est vraiment un Des truc, cathédrales. c'est vraiment ça, et ça fait des hauts lieux de la religion capitaliste qui a des racines et qui touchent toute notre vie, en fait. Ça va donner l'individu qui est comment dire, l'individualisme qui est en quelque sorte l'objectif final et la destruction du collectif. Et donc je trouve que en réponse à ça, la spiritualité et même la religion et même toute forme de contestation à cet ordre-là est toujours positif, et en plus il est attaqué
comme on peut le voir de manière constante. Moi, je vois aussi en quelque sorte l'attaque contre l'islam, ça peut être une attaque contre des personnes qui cherchent encore à garder une sorte de collectif dans un monde qu'on veut rendre individuel. Et pourquoi ils veulent le rendre individuel? Parce qu'ils en ont besoin. Et si on contredit leur plan, alors là, c'est la guerre littérale à l'islam et aux musulmans. Ouais, tu veux dire qu'il y a un projet un peu de communauté et tout qui peut inquiéter et qui peut rendre hostile le capitalisme, c'est ça? Oui, bah, dès que tu vas contre les projets du capitalisme, tu es directement hostile à celui-ci et il te le fait payer cher. Ouais. Moi, je voudrais qu'on revienne sur tout ça, mais avant ça, je voudrais poser des questions un peu bateau. Je vais les poser à toi, mais ça va permettre d'engager la discussion. Parce que... Ouais, vas-y. Non, mais ça n'a rien à voir. Mais je voulais qu'on passe quand même un salam à Nordine. Parce que Nordine, je crois qu'il a participé à toutes les émissions de l'heure du dîner là, depuis le début. Je sais pas si t'es là, Nordine. J'ai pas vu. Là, il est en voyage. Vieille fripouille. Mais Ouais, mais il est en voyage. Ah oui, d'accord. Voilà. Juste, voilà. Juste passer un salam à Nordine. Voilà. Samir, ton micro sature. Bon, les gens, on essaie de régler les problèmes de micro. Ouais, ça sert à rien de trop s'approcher. D'accord. Mais ouais, je suis désolé, je vais poser un peu une question bateau, mais ça va permettre d'engager des discussions derrière ça. C'est que on t'a présenté, tu es astrophysicien, et dans la tête des gens, notamment les athées, mais même pas seulement les athées, mais beaucoup de gens, être scientifique et questionner la spiritualité, ce qu'on entend par spiritualité au sens large, c'est antinomique, ça n'a pas de sens. Tu vois, parce qu'un scientifique, dans la tête des gens, c'est quelqu'un d'objectif, entre guillemets, qui n'a pas de croyance, qui est matérialiste, froid, qui ne croit en rien, qu'aux faits qui sont exposés. Et donc, ça fait étrange que tu viennes parler de ça. Qu'est-ce que tu penses déjà de cette image de on ne peut pas même questionner la spiritualité quand on est scientifique? Non, c'est une question immense, mais je vais essayer de faire une réponse rapide. D'abord, le problème, c'est la fin de ta remarque. Tu as dit quand on est scientifique. Le verbe être, normalement, il définit ton essence, ton ontologie. Donc, ça reviendrait à dire je suis scientifique et rien d'autre. En fait, ça reviendrait à dire ça. Donc, je ne peux pas aimer, je ne peux pas manger, je ne peux pas m'émerveiller, je ne peux pas non plus cultiver des fleurs parce que je suis scientifique. Ça n'a absolument aucun sens. En réalité, je ne suis pas scientifique. Je ne suis pas scientifique. Je suis un être humain innervé de désirs et de contradictions qui parfois pratique un peu de science. Exactement comme chacun d'entre nous ici a une activité professionnelle ou une passion. Donc déjà, je pense que c'est très important de ne pas nous effondrer, parce que ça aussi, c'est une des violences systémiques terribles, de nous effondrer soit dans notre position sociale, soit dans notre état racial, soit dans notre activité professionnelle. Mais je sais très bien que c'est pas ce que tu faisais. Hein, Oui, non, mais c'est pas à toi que je fais la remarque. Hein. Mais je veux dire, voilà, c'est pas un grave, je écueil. le prends bien. C'est un écueil. Alors une fois qu'on a dit cette banalité, c'est vrai. Je pense que ce que tu dis est vrai. Il y a beaucoup de scientifiques pour qui c'est même encore plus large que la spiritualité. C'est l'idée d'un ailleurs est insupportable parce que la science, en fait, serait une sorte de révélation du monde en tant que tel. Bon, alors ça, c'est une posture qui est possible. Mais ce que je voudrais mentionner, c'est que cette posture, c'est une croyance, en fait. C'est une croyance qui est absolument non démontrée, qui, à mon avis, mais ça on en discutera sans doute, est en contradiction avec l'essentiel à la fois de notre histoire et des faits auxquels on tente de s'intéresser. Et c'est une croyance qui, je crois, est relativement violente en réalité. Et qui ne s'inscrit pas du tout dans la continuité, hein, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que notre père à tous les scientifiques, Isaac Newton, considérait que l'exégèse de la Bible était une activité beaucoup plus importante que la découverte des lois de la gravitation universelle. Donc, quand Newton hiérarchisait son propre travail, pour lui, c'était tout à fait évident. Ou Leibniz, bien sûr, l'inventeur du calcul différentiel, pour qui l'essai de théodicée, c'est-à-dire essayer de comprendre comment on peut concilier l'existence de Dieu et l'existence du mal, était une question extraordinairement plus importante que de savoir résoudre les équations différentielles ou les principes d'action sur lesquels se fonde aujourd'hui la physique théorique. Donc juste, je ne vais pas être trop long, mais ce que je veux dire en un mot, c'est que tu as raison. Je pense que beaucoup de scientifiques ont une vision scientiste, c'est-à-dire qu'ils considèrent que la science n'est pas
une manière d'appréhender le monde, ce qui est ma vision. Moi, je pense que c'est une manière très belle. Je ne vais pas du tout être négatif sur la science dans cette émission, mais c'est un prisme parmi une infinité d'autres. Nelson Goodman, qui est un autre philosophe, disait, je suis un peu pédant là, hein, je vais arrêter de citer des mecs. Non, non, vas-y, nous on aime le savoir. Mais en même temps, tout le monde s'en fout, donc c'est pas grave. Non, mais oui. Et donc, moi, ça donne des datas et tout. Et donc Nelson disait, j'appelle par son prénom, mais je le connais pas, hein, il est mort il y a 20 ans, disait qu'en fait, il faudrait reconnaître à la science le droit à n'être pas la seule version correcte du réel. Moi, j'adore cette phrase. Mais oui, parce que c'est pas l'amoindrir, en fait. C'est pas l'amoindrir. Est-ce qu'un musicien se sent offensé? Est-ce que c'est offenser Mozart ou Beethoven que de dire le monde, ce n'est pas que la musique? Évidemment non, tu vois, évidemment non. Et donc, et on y reviendra. Mais je trouve que la question, au-delà de sa dimension vraiment fondamentale et fondationnelle, est importante aujourd'hui parce que, de fait, et je pense qu'on en discutera, la science a quand même, d'un point de vue politique cette fois, et non pas spirituel, partie liée avec un geste qui est plutôt aujourd'hui devenu un geste de domination, un geste de surenchère affirmatrice, et à son corps défendant, hein, parce que la science elle-même n'est pas coupable. Mais il y a quelque chose qui se passe là, qui je crois doit être interrogé en fait. Azadi? Ouais, et moi je vais rajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire. Si on continue dans quelques scientifiques un peu de renom qui ont créé ces conditions-là pour arriver dans cette situation-là de la science, c'est intéressant d'un point de vue décolonial, même très intéressant. Pourquoi? Parce que prenons une autre figure de la science moderne, Descartes. Descartes, le cogito, ergo sum, donc je pense, donc je suis. C'est la théorie décoloniale, notamment d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, inscrit cette théorie-là et cette philosophie de Descartes dans l'initiation de l'individu. C'est-à-dire que là, l'individu, c'est je pense donc je suis. Hein. C'est pas Dieu m'a créé ou c'est je suis, je pense donc je suis. Il y a déjà l'individualisme qui est une graine, qui est la graine de l'individualisme qui est là ici. Ensuite, je continue. Après Newton, on a eu Laplace. Laplace, qui est un scientifique français. Il l'était. Comment? Laplace. Vas-y, continue. T'as vu le niveau ici? Il pas mal. a le seul à avoir rigolé. C'est vrai. Nous on a l'habitude. Mais du coup, Laplace, c'est un grand scientifique. Il y a pas mal de rues qui ont son nom en France. Mais bon. Donc Laplace, il y a cette fameuse histoire qui, face à Napoléon, qui lui, parce que Laplace a réussi à un peu développer encore un peu plus la théorie de Newton de la gravitation avec en mathématisant tout ça pour faire plus simple. Et quand Napoléon lui demande et où est Dieu dans tous vos écrits, et il aurait répondu Laplace, je n'ai pas besoin de cette hypothèse. D'ailleurs, on voit là déjà cette moi scientifique, je n'ai pas besoin de cette hypothèse de Dieu, sachant même que, et là les gens oublient trop, Newton, on a récupéré de nombreux de ses écrits au début du XXe siècle, on a appris que peut-être 3/4 de ses écrits étaient sur la théologie et l'alchimie. Ah ouais? C'est-à-dire que oui, il a beaucoup écrit sur la théologie et l'alchimie, et finalement sur ce qu'on appelle, ce que les gens aimeraient appeler la science, mais en fait sur pas que la théorie de la gravitation, mais différents domaines aussi, l'optique, c'est entre 25% et 30% de ses écrits. C'est fou parce que... De la place. Non, de Newton. Si c'est pas clair, c'est Newton. Et là, c'est intéressant parce que même Newton, dans ses écrits, moi j'ai lu pas mal de ses écrits, il y a Dieu dans ses écrits. Il y a Dieu. Ouais. Donc cette idée que la science est décorrélée de la spiritualité, bah, on nous l'a inculqué, même avec Newton, alors que même que Newton lui-même le faisait pas. Ouais. C'est fou quand même. Et voilà. Mais après, c'est vrai que en fait, ce truc de la science est devenue un peu la nouvelle légitimation de l'ordre social. C'est ce que tu dis que c'est pas totalement neutre. Et c'est en fait, tu le vérifies dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est ce qui me font rire les athées sur les critiques de la religion, avec une lecture très très simpliste de la religion et de l'histoire et de la religion et de la science. Mais sur la religion, genre les religions elles ont foutu la merde partout. Si on se débarrasse de la religion, on vivra dans un monde en paix. Voilà, c'est la paix dans le monde. Alors qu'on constate qu'il y a de plus en plus d'athées, veut dire la paix elle est toujours pas là. Mais en plus, ils ne voient pas comment historiquement en fait il y a eu un changement. L'ordre social est resté le même. Et il y a eu un changement, c'est-à-dire que, notamment, je réinvite les gens, vu que je l'ai là, à lire sur théorie des pensées décoloniales, où ils en parlent, où il y a toute une critique des auteurs décoloniales sur l'avènement de la science et comment elle a pris la place de l'Église pour justifier notamment la colonisation. Parce qu'il y avait une question que se posaient les Sud-Américains, c'était que tous les Européens étaient là pour dire la supériorité de la rationalité, de la raison et du savoir et des lumières pour mener à bien le monde et tout. Ils disaient, mais comment ça se fait qu'il y a ça? D'accord, vous parlez de la raison, vous parlez des libertés humaines, et qu'à côté, il y a la colonisation, il y a l'esclavage, il y a des massacres et tout. Et donc, il y a vraiment une critique à faire sur la science et comment elle peut servir aussi. En fait, c'est comme tu as dit, la science n'est responsable de rien en elle-même. Parce que cet objet qu'on appellerait science,
voilà, cet ensemble vide en elle-même ne fait rien, et ça dépend aussi de ce qu'en fait l'espèce, enfin j'allais dire l'espèce humaine, mais les êtres humains, et en l'occurrence qu'en ont fait les Européens, et comment ça a été utilisé comme un outil de domination. Vraiment, et de justification de hiérarchie raciale et tout. Et j'ai l'impression que ça continue encore, tu vois, ça continue encore. Et notamment ce rapport avec les religieux, de mépris envers la religion. Notamment là, actuellement, c'est sur les musulmans. Mais il y a toujours eu ce mépris de la part des religieux sur les arriérés et tout. Et comme ils sont un peu arriérés, peut-être que on peut leur faire du mal, même pour leur bien, tu vois. Par exemple, on voit avec les jeunes filles voilées qu'on veut pas autoriser à l'école pour les aider à s'émanciper et tout. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a aucune autocritique qui est faite dans le monde scientifique à partir de ça. Oui, oui, je pense que c'est vraiment un point important. Moi, je ne veux pas du tout ici venir critiquer mes collègues de façon unanime, hein. Il y a énormément de gens formidables dans le milieu scientifique et c'est quand même pas les pires, hein, honnêtement. Oui, bien sûr. Voilà, c'est pas les pires. Ouais. Mais au-delà de l'anecdote comme ça, je trouve que ce qui est vraiment important, c'est que la science aujourd'hui est à un moment un peu charnière. Parce que elle a quelque chose de magnifique, la science. C'est qu'elle nous met quand même aux prises, de façon très immanente, avec une altérité radicale. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que quand tu utilises un télescope, quand tu utilises un accélérateur de particules, quand tu utilises un microscope, ce que tu vois, ce que tu découvres, ce qui s'impose à toi, ou même en résolvant une équation d'ailleurs, n'est pas forcément ce que tu t'attendais à trouver. Ouais. Donc là, c'est toute la dignité de la science. C'est Et qu'elle la n'est beauté de pas... la science, moi, je trouve C'est ça exactement, super beau, c'est tu la vois. beauté. Elle ne te met pas simplement en relation avec tes attendus, elle n'est pas que l'épiphanie d'un fantasme. Donc en fait, c'est littéralement un geste d'humilité. L'ennui, c'est que ce geste d'humilité, il a aussi une extraordinaire efficacité. C'est-à-dire que la science elle-même, elle n'est pas performative, c'est-à-dire qu'elle ne change pas son objet, mais pas loin quand même, pas loin. Parce que, évidemment, dès qu'on a la lunette, vous savez bien que Galilée a eu beau regarder les satellites de Jupiter, elle a quand même presque tout de suite servi à identifier les vaisseaux ennemis. Et quand on a compris les lois de la gravitation, ça a été très utile pour la balistique, hein, c'est-à-dire pour les tirs de canon, et pas seulement pour la mécanique céleste. Et donc, la question cruciale à laquelle on fait face aujourd'hui, c'est cette science, qu'est-ce qu'on en attend ? Et je pense que le véritable problème, c'est que sans même en avoir conscience, en fait, hein, parce que je crois qu'on a affaire à des gens plutôt bien intentionnés. Je crois vraiment pas, hein, sincèrement, qu'il y ait, de façon globale en tout cas, un désir comme ça de domination, d'exclusion, d'humiliation. Mais le fait est que cette science, quand on ne la fait pas penser, quand on la désarime comme ça, quand on l'extrait de tout le réseau de symbolique dans lequel on vit, forcément, mécaniquement, elle va jouer comme outil de corroboration de l'ordre établi. Pourquoi ? Parce que la science a partie liée avec la technique. Ce n'est pas la même chose, mais ce sont des jumelles, ce sont des cousines, ce sont des sœurs. On sait très bien que la technique permet le développement des sciences et que les sciences permettent le développement des techniques. Elles sont en dialogue incessant. Et la technique, elle est utilisée pour quoi ? Elle est utilisée par l'ordre dominant pour permettre la surenchère de domination, pour le meilleur ou pour le pire d'ailleurs, hein. Domination, ça peut être dominer la maladie et on est bien content de dominer certaines pathologies. Donc domination n'est pas forcément que péjoratif, mais ça peut l'être aussi. Et moi, ce que j'aimerais vraiment aujourd'hui, c'est qu'on réinvente une sorte de poétique de la science. Mais alors attention, hein, poétique, ça ne veut pas dire qu'on va faire des équations avec une rose entre les dents, hein. C'est poétique au sens de Khatab Yassine, c'est-à-dire le poète comme un boxeur. Ouais. D'accord ? Le poète comme un boxeur. Et à ce moment-là, d'utiliser vraiment la science comme une arme de subversion, non pas pour réinventer un truc nouveau en lui insufflant, tu vois, une idéologie. Parce que ça serait la travestir aussi. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois qu'il ne faut pas faire ça. Il faut se laisser surprendre. Mais il faut que cette surprise, on la fasse vivre en tant que surprise, en tant qu'outil de déstabilisation. Enfin, écoute, une seconde, politiquement, là, oublions la spiritualité. Politiquement, il y a une seule chose qui est certaine aujourd'hui. Une seule, c'est qu'on est en train de commettre un suicide collectif. C'est que la situation actuelle ne peut pas durer. Qu'on soit de gauche, de droite, arabe ou blanc, on s'en fout. Il y a un truc, enfin on s'en fout pas, mais il y a un truc sur lequel on peut être d'accord. Ce que tu veux dire, t'inquiète. Bien Il a eu le temps d'être Tout est là en fait. Tout est là. Non, je veux dire, il y a un univers entre nous, ça, c'est vrai. Non, mais on comprend ce que tu veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, au moins là-dessus, c'est sûr qu'on est d'accord. Hein, qu'on soit réac ou progressiste ou facho ou communiste, on est d'accord là-dessus. Et donc, on a besoin d'ailleurs, tu vois. Et donc, politiquement, même indépendamment de l'aspect spirituel, ontologique, philosophique et toutes les conneries comme ça, politiquement, si la science a un rôle à jouer pour nous aider aujourd'hui, c'est un rôle de déstabilisation.
Hmm. Et le fait est, tu as raison, que ce n'est pas quand même son rôle dominant. Le fait est que c'est pas ce à quoi elle sert essentiellement. C'est dommage. On va revenir un peu plus tard sur la politique. Et là, j'aimerais vous poser la question à vous. Moi, ce qui m'interroge, Ah, là, on a vu. T'es Non, pas mais. obligé de nous faire parler, nous on est là pour écouter. Ouais, Ah, Bien, non, mais attendez. on prend- Non, mais là, je voudrais- non, des petits clins d'œil là-bas. Voilà. si je vous dis dialectique de la raison, vous en pensez quoi? Je suis d'accord, je suis d'accord. Attends, Lourd, la dialectique, lourd. Non, mais en plus, les philosophes ont beaucoup réfléchi à ça. Attends, attends. J'invite vraiment les gens à aller lire Dialectique de la raison de Adorno et. Ouais. Il y a du. Il y en a là-dedans, là. Il y en a là-dedans. Non, mais en vrai, j'ai un peu. Dédicace à mon fils. Comme ça, il y en a qui citent ça très bien. Alors, j'ai- en vrai, j'avais une vraie. Parce que là, on pose la question du. Alors, scientifique, entre guillemets, ouais, scientifique et son rapport à la spiritualité. Mais c'est vrai que moi, c'est un truc qui m'a beaucoup interrogé. C'est le rapport des religieux, et plus en ce qui nous concerne, des musulmans par rapport à la science. Et j'ai l'impression qu'on a intégré ce complexe de supériorité de la science et que c'est quelque chose qui nous a. Moi, en tout cas, ça m'avait beaucoup. Ça a beaucoup occupé les discussions que j'avais avec mes potes et tout. Et j'ai l'impression que ça a été beaucoup le cas de musulmans. Et cette tendance, à tout prix, de vouloir montrer que le Coran et la science, Ouais. c'est compatible, tu vois. Et de montrer les découvertes scientifiques du Coran qui prouvent que Dieu existe et tout. Et moi, je me rappelle, il y avait un moment, c'était que ça, tu vois, tu cherchais. C'est qui? C'est Maurice Bucaille, non? Qui a écrit un- Ouais, qui a écrit- Il y a aussi des grandes stars de ce qu'on appelle le. Concordisme, non. Concordisme. Concordisme. Voilà, le concordisme, oui, la concordance entre le récit biblique. Absolument et la science. Et la science. Et bon, je pense que les gens ont aussi vécu un peu ça. Et c'est vrai que. Et ça, pourquoi j'étais un peu là-dedans, et je voudrais votre avis aussi, c'est. On m'entend là ou pas? Mon micro marche pas au milieu. Ah, ça va être réglé, je pense. Ça va être réglé. On va régler ça. Merci. Oh. J'ai failli te mettre une patate Je de n'ai plus micro. dedans, mais est-ce qu'on m'entend quand même? On va régler ça. Micro Inquiétez-vous faible. pas. Bah, je vais parler plus fort. Ouais, on va régler ça. On va régler ça. Ouais. On va régler ça. Et la le technique. turc. Non, non. Mais Ça y est non, mélangez pas les micros C'est bon, parce que c'est la bon, technique, c'est ils vont péter un Super. câble. C'est bon. Merci la technique. Et le turc hyper connu, oui, c'est Harun Yahya dont je parlais. Harun Yahya. Mais et quand est-ce que j'ai commencé à remettre en question ça? C'est quand j'ai commencé à lire de la philosophie. Et c'est là que en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'en fait, on se trompe de trucs depuis le début. C'est parce qu'on rentre dans le truc dans le terrain de l'ennemi, tu vois, à essayer de vouloir prouver à tout prix que Dieu existe par la manière de la science. Alors pour moi, c'est impossible. Et c'est pas tant vraiment une question scientifique, je veux dire l'existence ou non de Dieu, la spiritualité. Et c'est plutôt une question, pour moi, plus philosophique, spirituelle. Tu es pas d'accord? Non. Vas-y. Vas-y. Non, mais c'est très compliqué pour moi là de rentrer là-dedans avec. Enfin, c'est pas. Bah, c'est pas un attends. domaine que je maîtrise. Juste pour Film finir, je vais termine, t'expliquer. vas-y. Pourquoi pour moi c'est absurde, c'est parce que on voudrait prouver l'existence d'un être qui pour moi est extérieur entre guillemets à notre univers, tu vois, et essayer de le mesurer à travers de nos propres outils, tu vois, essayer de prouver l'existence de cet être supérieur par des outils humains qui me paraît déjà impossible et qui me paraît absurde, tu vois. Pour moi, tu peux pas réaliser ça et c'est pas vraiment la question. Bah, je sais pas, moi, enfin, je crois pas que ce soit pas une question scientifique, l'existence de Dieu. Ou pas. Parce qu'en fait, nous, on dit l'existence de Dieu, mais c'est parce qu'on pose la question en tant que croyant. Mais la question, c'est en fait d'où on vient, l'origine du monde. Et pour l'instant, on est remonté jusqu'au Big Bang. Et il y a la fameuse question de avant, si tant est qu'on puisse poser la question de avant. Donc ça veut dire que le temps serait préexistant au Big Bang. Donc, ça n'aurait pas été créé dans le Big Bang. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe avant ou pourquoi? Tu vois, c'est ces deux grandes questions et en fait qui nous animent et qui sont autant philosophiques que scientifiques dures, puisque la philosophie c'est aussi une science. Et en plus, bah, on a la chance qu'Aurélien soit les deux, soit astrophysicien et philosophe. Mais en vérité, c'était le cas de plein Pas qu'il soit, qu'il pratique. qui pratiquent les deux, pardon. Pratique la philo Il a écouté. et l'astrophysique. Je pense donc je suis. Mais en vérité, c'était le cas, tu vois, des grands savants musulmans ou pas musulmans d'ailleurs. On a plein qui étaient et philosophes et astrologues et astronomes, etc. en même temps. Parce que, après, les sciences de l'époque étaient moins enfin, le catalogue de sciences était moins étendu que le catalogue d'aujourd'hui. Mais c'est quand même assez récent, cette fraction entre les différentes sciences, tu vois, entre les sciences humaines et les sciences dures. Et du coup, que les mathématiciens soient poètes,
dans ce que tu disais tout à l'heure, ou que les philosophes soient astrophysiciens, enfin, pour moi, c'est pas antinomique. Et du coup, l'existence de Dieu est à la fois une question scientifique dure et philosophique. Les deux, et métaphysique, en vérité, tu vois. Pour moi, c'est pas hors d'aucune science. Puisque c'est une question fondamentale qu'on se pense tous, qu'on se pose toutes et tous. Qu'est-ce qu'on fout là et comment on y est arrivé, tu vois. Quelqu'un va rajouter quelque chose sur ça? Vous avez, Je- vous aviez pas ces débats, vous? Si, il y avait Alors, beaucoup bien près du de... micro. Il y avait beaucoup de potes rebeux, enfin arabes, qui étaient... Ah, c'est les rebeux. qui avaient... Oui, bah oui, c'était toujours les mêmes. C'est les Comme mêmes par deux. hasard. Rebeu et arabe, il a dit. Voilà. Les deux. Là, je le suis. Est-ce qu'il y avait des Rebeux, Kabyles? en plus. Alors qu'en fait, ils étaient berbères. Il y en a, il a fait ça dans le chat. Ils sont pas arabes, ils sont berbères, ok? Oh là là. On Alors, respecte vous- les principes ethniques, hein. Là, ils étaient dans des arguments sur la présence de l'atome dans le Coran, etc. Ouais. Et c'était, ouais, c'est comme Mouria, elle en a déjà parlé dans son livre. C'était aussi pour, bien sûr, pour toujours se valoriser dans l'échelle de valeurs blanches, occidentales, pour se donner, voilà, une raison scientifique, enfin une justification scientifique à leur croyance dans l'islam. Et moi, j'ai toujours eu un problème avec ça. Moi aussi, j'étais musulman, sauf que je ressentais pas le besoin de justifier scientifiquement. Ouais. Oui, parce que dans le Coran, il y a eu, ça parlait d'atomes ou de l'espace infini qui fait que de Ou les, temps, je crois, ou ou la- un truc comme ou ça. les mers C'était qui se fou. mélangent jamais. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, il y a toujours les mêmes arguments et c'était un peu un. Tu sais, un. Comment on appelle Bab vient de dire. oh, je- c'est pas Ça veut dire que là, je dois recommencer à charrette là. À charrette là. C'est chaud. Ah ouais, C'était ouais. pas- Là, C'est pour ça que je voulais pas parler, frère. Non, mais oui. Allumez le barbecue là pour Baf. Mais là, je sais plus, j'allais continuer sur quoi, mais ouais, moi, je n'ai jamais ressenti le besoin de justifier comme ça, parce que je suis toujours musulman. Vas-y, Azadi. Moi, je voulais rajouter sur ce que tu as dit vers la fin. Les scientifiques aujourd'hui, comme on est formé, on Comment est il formé. s'appelle? Bon, d'accord. Vas-y. Oui, bon. Ceux qui font de la science ou qui la pratiquent, on n'est pas formé du tout à la philosophie, ni alors à la politique, c'est à des années-lumière. Et ça rejoint ce que disait Aurélien juste avant, c'est qu'on peut résumer par science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et ça, c'est des choses que, quand on prend une figure Plus près. Alors, comme quand on prend la figure par exemple d'Einstein, on sait qu'Einstein était politisé, a écrit des écrits politiques aussi, et avait toute une réflexion sur la place des scientifiques dans le champ politique. Et aussi pour rebondir sur ce que tu disais Ismaël, c'était par rapport aussi à la science et la religion. Moi j'ai une anecdote à partager, c'est un de mes professeurs d'astrophysique qui me disait, quand on parle notamment de Big Bang, en fait, on a ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique qui te permet d'être sûr, sûr de ce qui s'est passé, disons, à partir de 300 000 ans après le Big Bang, à peu près. Avant, on a des théories qui sont plutôt solides, mais c'est pas prouvé encore. Et donc, il y a une sorte de fenêtre dans laquelle, ce que me disait le professeur, c'est qu'il y a des évangélistes, notamment aux États-Unis, qui payent des fortunes, certains scientifiques, Ouais. pour permettre de garder cette fenêtre. C'est-à-dire que C'est-à-dire. c'est-à-dire que des recherches c'est-à-dire qu'ils font des réflexions aussi sur en fait, le fait que ce soit pas encore sûr à 100%. Parce qu'en fait, on a un modèle de création de l'univers qu'on appelle lambda CMB. Enfin, en gros, une sorte de création de l'univers avec qu'on peut voir souvent, le Big Bang, qui est ensuite une expansion, refroidissement, etc. Un modèle. Un modèle qui, à partir d'un certain moment, est véridique parce qu'on a une photo de l'univers, si vous voulez, c'est ça, le fond diffus cosmologique, c'est une photo de l'univers. Mais avant, c'est une théorie. Et donc, c'est aussi de prouver que il y a des trucs qui marchent pas dans ces théories-là. Donc, il y a aussi un fond qui est mis pour parfois réfuter certains arguments possibles. Ça, c'est parce que les évangélistes sont créationnistes. Voilà, justement, pas forcément le oui, cas dans non, le dogme, c'était juste pour faire un anecdote, par exemple, à la religion et ces tendances ne sont pas forcément décorrélées. Il y a des gens qui essayent encore d'avoir une influence. Et inversement, vis-à-vis des scientifiques, il y a aussi des scientifiques qui sont religieux. C'est pas non plus, disons, c'est pas très public en général, parce que ça a beaucoup évolué. Je sais pas si c'est bien vu ou mal vu. Aurélien a beaucoup plus d'expérience que moi là-dessus, mais je sais qu'il y a moi j'ai des amis qui sont religieux qui, parfois, vis-à-vis de la science,
font que, bah ouais, mais du coup, ce que dit le Coran, notamment, j'ai un ami musulman qui me dit souvent ça, il me dit, ouais, mais du coup, puisque moi j'apprends ça et je vois ça, et du coup, il perd la spiritualité parce que les scientifiques, après, le scientifique, on lui impose d'avoir une certaine rationalité, de prouver les choses, et quand il les trouve pas forcément vis-à-vis, il n'y a pas de corrélation entre ce qu'on lui apprend et ce qu'il y a dans le Coran, ça peut lui faire perdre sa foi aussi parfois. Ouais. Mais ce qui prouve aussi peut-être que sa foi à l'origine était peut-être basée sur autre chose. Il y a une Ça, c'est- fragilisation, quoi. Ouais, mais- toute une réflexion aussi sur est-ce que c'est du coup, ça veut dire que peut-être il n'y avait pas une foi véritable finalement, tu vois. Bon, toute une réflexion intéressante. L'inverse existe aussi, tu vois ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que la science peut être utilisée à des fins de domination. Et en fait, les choses sont ce qu'on en fait. Enfin, je ne passe pas Oui, bien parler sûr. sur le cas de balle, mais tu vois, il y a des gens qui font de la science aussi et qui enfin, tu vois, qui exercent des Dans le professions micro. qui exercent des professions scientifiques. Je me suis reculé parce que les gens disaient qu'il fallait pas être trop. Ouais, mais là, Après. tu parlais comme ça. Tu parlais Ok. Ça peut aussi amener à renforcer ta foi. Et la religion peut aussi être utilisée à des fins de domination Oui, bien sûr. et à des fins de libération. Enfin, tu vois, en fait, Je suis d'accord. c'est l'être humain qui décide de ce qu'il va en faire en vérité. Bien sûr. Oui, Aurélien je suis assez d'accord avec toi que ça serait sans doute arbitraire d'ériger des frontières ou d'empêcher des porosités entre les champs disciplinaires parce que en fait tout se nourrit de tout et ça c'est vrai que les choses valent par ce qu'elles sont et non pas par leur essence a priori. Je suis assez d'accord avec toi, mais ce qui était quand même vrai dans ce que tu disais, Wissam, c'est que le problème à mon avis, c'est que la science est devenue normative. Ça c'est un problème. Et en fait, et ça va peut-être même un peu plus loin que ça d'ailleurs, parce que beaucoup de scientifiques se disent, mais quand même, ok, vous pouvez croire ce que vous voulez, mais nous, ce qu'on fait, ça marche. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que la science marche dans le domaine de la science. Et qu'en fait, étant donné que notre monde est devenu extrêmement techno-scientifique, bien sûr que dans le monde des téléphones portables, des télescopes et des accélérateurs de particules, la science marche bien, parce qu'on vit dans un monde qui est essentiellement matérialiste et scientifique. Mais ça ne prouve absolument pas que la science a apporté au-delà de cette coupe particulière, de ce prisme particulier, de cette infime comme ça mode d'appréhension du réel qui est le sien. Et ça la dévalorise pas. Hein. Moi, j'insiste bien. Là, je suis pas du tout en train de dire que la science ne fonctionne pas. En fait, je dis qu'elle fonctionne à merveille dans le monde de la science, comme la musique fonctionne à merveille dans le monde de la musique et la peinture fonctionne à merveille dans le monde de la peinture. Et donc, à la fois, on peut s'en extasier, parce que chacun de ces mondes, et celui de la spiritualité, etc., sont des mondes... Alors, la spiritualité, c'est plus compliqué, parce que je pense que c'est un monde qui ambitionne d'être un métamonde. Donc, c'est une question qui est plus difficile, qui est un peu différente. Mais... Alors, je vais citer ce coup-ci un philosophe interdit, Martin Heidegger. On sait pourquoi il est interdit, parce qu'effectivement, il y a des très lourds reproches à lui faire. Ouais. Non, mais voilà, il n'y a aucun doute que Oui, Heidegger bien est sûr, problématique. oui, Il n'empêche que malgré tous les problèmes réels qui sont attachés à sa personne, il y a une pensée aussi. Ouais. Et la pensée intéressante chez Heidegger, c'est que finalement, la science ne pense pas, dit-il d'ailleurs. Oui. Sa pensée, c'est que la science ne pense pas. C'est pas péjoratif envers la science. Ce que ça veut dire en réalité, c'est que la question essentielle pour lui, c'est celle de l'être. C'est vraiment celle de l'origine de l'ontologie. C'est-à-dire que pour lui, il y a un étang, qui est ce stylo, mais l'étang stylo, c'est ce à quoi s'intéresse la science. C'est-à-dire comment il tombe, quelle est sa couleur, quelle est sa forme, quelle est sa résistance si je le casse. Toutes ces questions sont tout à fait valables dans le domaine de la science, et on est bien content d'avoir des matériaux résistants et des machines d'imagerie par résonance magnétique quand on est malade. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais elles échappent, elles s'extraient de la question qu'on peut appeler soit philosophique, soit spirituelle, qui est la question de Parménide, qui est la question de l'être, en fait. Et il distingue l'être des étangs. Et ce qu'il dit, c'est que l'homme, qui pour lui est le Dasein, c'est-à-dire qui est une sorte de lien comme ça, c'est le lien entre les choses matérielles et l'être conceptuel, se perd quand il s'effondre dans la technique. Non pas parce que la technique, ce serait mal, parce que la technique, elle sert aussi, on peut la critiquer, et en même temps, on a tous un téléphone portable sur la table, ça c'est vrai. Mais parce que dans le déploiement technique, en fait, on est littéralement en train d'exercer notre inhumanité, c'est-à-dire la part de nous qui ne cherche plus l'être. Et je crois que c'est assez vrai, ça. Cette inhumanité n'est pas forcément condamnable, hein. Je veux dire, on a une part machinique en nous qui est probablement... indispensable, c'est ce qui participe peut-être à la faim, au plaisir sexuel, enfin j'en sais rien, toutes ces choses-là sont compliquées et imbriquées, mais le moins qu'on puisse dire quand même, c'est que on ne se résume pas et on ne s'effondre pas à ça. Et même si on le prend par ce biais-là, je trouve que c'est salutaire aujourd'hui, non pas de dévaloriser la science, mais de la relativiser.
Bon, d'ailleurs, ce qui est un mot qui insupporterait, hein, n'est-ce pas, la plupart des scientifiques. Mais un peu, peut-être comme d'ailleurs des croyants, hein, pour être honnête. Parce que dans les deux cas, enfin, pas tous les croyants, enfin, je parle des mauvais scientifiques et des mauvais croyants, on va dire, c'est-à-dire pour qui il faut absolument une essence qui englobe absolument toutes les autres et dans laquelle tout s'effondre. Et il me semble, enfin peut-être je me trompe, hein, bien sûr, mais moi il me semble que c'est un peu dommage. En fait. Il me semble qu'on rate quelque chose à faire ça et qu'effectivement on se fourvoie finalement en ratant un peu de cette diversité qui peut-être a un principe effectivement fondamental commun. C'est possible, je ne sais pas, mais là il faut être modeste, quoi. Mais oui, c'est vrai que c'est aussi quelle est la fonction de la science, mais aussi pour revenir sur le truc de la preuve scientifique, c'est par exemple, on prend le truc du Big Bang, et après aussi, j'ai l'impression qu'on est un peu en retard sur ce qu'on entend sur le Big Bang, parce que j'ai l'impression que ça fait 20 ans, j'entends le même truc sur le Big Bang, je me dis, en 20 ans, les scientifiques ont peut-être évolué. Mais on a fait des trucs, on a fait des trucs. ouais, il me semble que j'ai mérité mon salaire, je te promets. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que quelle que soit la découverte, en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'on ne cerne pas la plasticité de la religion, de la croyance et aussi de la science. C'est-à-dire que, quelle que soit la découverte, ça va pas empêcher les gens de croire et d'adapter leurs croyances à ces découvertes-là. Ouais, ça, c'est exactement pareil en politique. Si tu as une bombe qui explose demain dans Paris, les fachos, ils verront une corroboration de leurs idées, les communistes, ils verront une corroboration de leurs idées. En fait, ça, c'est un peu un biais humain. Mais là où je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fond, mais pas complètement sur la forme. C'est que il me semble qu'en fait, il faudrait quand même mieux pas parler de preuves, en fait, parce que la science n'a jamais en fait affaire avec la certitude. Mais tu as raison, hein, quand on fait des études de science, on entend souvent le mot preuve qui devrait être banni en fait, hein, parce que sauf en mathématiques et encore, si vous voulez, on pourra en parler, parce que même en mathématiques, c'est plus compliqué que ça. Mais en sciences de la nature, tu vois, en physique, en biologie, il n'y a jamais de preuve. En fait, c'est une pensée qui est intrinsèquement fragile, fugace, déconstructible, et qui est une pensée inquiète. La science est une pensée angoissée, pour le meilleur et pour le pire. Donc en fait, on n'a même pas besoin de ces crétins de créationnistes de droite américaine là pour créer du doute. En fait, la science a partie liée avec le doute, je les rassure, et n'ont même pas besoin de soudoyer les scientifiques, en fait. Le doute sera toujours là. Et de toute façon, comme tu le dis, qu'on se rend compte qu'il y a un avant Big Bang ou pas... Mais la question sera toujours la même. Je veux dire, voilà, si on dit qu'il n'y avait rien avant le Big Bang, ou s'il y avait quelque chose avant le Big Bang, tu vois, et dans le chat, les gens, ça va être, on va avoir les mêmes questions, exactement les mêmes questions, et les gens qui vont se dire, ah mais ça c'est prouvé par la religion, les scientifiques, bah non, vous voyez, c'est comme ça. C'est-à-dire, ça ne règle rien. Pour moi, tu n'auras jamais la réponse définitive, finale à cette question à travers la science. Et tu as vu que dans le chat, là, quelqu'un a dit tout à l'heure, le Big Bang a été inventé par un prêtre, ce qui est vrai, hein, c'est l'abbé Lemaître, qui est un grand théoricien de la relativité générale, qui a inventé le Big Bang. Mais quand le pape Pie XII a voulu utiliser cet argument comme preuve de l'existence de Dieu, Lemaître a demandé un entretien au pape. On ne sait pas exactement ce qu'ils se sont dit, mais le pape n'a plus jamais fait cet acte un petit peu quand même de mesquinerie, quoi. Et moi, je trouve que c'était à la fois une insulte à la science et à la religion. Je sais plus où j'avais entendu ça, mais je crois que c'était un prêtre chrétien, je sais pas, catholique ou quoi, qui disait que le péché originel, c'était justement, que Adam et Ève s'étaient approchés de l'arbre, c'était une métaphore de l'arbre de la connaissance. Du coup, les hommes ne sont pas faits pour avoir du savoir, et c'est ce qui faisait d'eux des pécheurs, quoi. Donc, pour ce prêtre-là, c'était voilà, la volonté de vouloir la connaissance, c'était quelque chose qui nous salissait en tant qu'humains. Genre pour lui, il fallait pas avoir de connaissance. L'arbre de la connaissance, c'est la Bible, hein, en fait. voilà, c'est le péché originel. Ne pas d'année pour la luxure ou pour le vol, mais pour avoir mangé les fruits de l'arbre de la connaissance. Mais et sur les questions de la certitude, comme tu dis, moi, quand tu parlais que les gens qui pensent pas avoir de croyances sont des croyances, pour moi, les athées, c'est typiquement ça. Je veux dire, déjà, l'athéisme, pour moi, est une croyance. Je veux dire, c'est de croire, parce que c'est d'ailleurs ce que font beaucoup de sceptiques, c'est que des sceptiques dans la zététique et tout, maintenant ils se disent pas vraiment athées, ils se disent agnostiques. Genre le truc sérieux, parce que tu n'as pas de preuve non plus de l'inexistence de Dieu. Donc si tu veux être zététique à 100%, tu dis je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas et tout. Mais c'est pour ça que il y a aussi un truc que j'ai l'impression que les gens s'empêchent de parler de spiritualité, de parler de Dieu, parce qu'ils ont trop la représentation des monothéismes. C'est-à-dire que pour eux, Dieu, la spiritualité renvoie forcément
au monothéisme, c'est-à-dire l'islam, c'est-à-dire le christianisme, le judaïsme et ça. T'as trouvé les deux autres, hein, quand même, c'est bien. Ouais, J'ai eu Mais- peur un peu là. j'ai oublié, ils sont tellement minoritaires en France. Oh non, pas celle-là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'écoute certains, c'est par exemple, c'est des gens qui vont contredire la religion et qui vont dire, ah, vous voyez, dans le Coran, c'est écrit ça, la science prouve ça, c'est la preuve que Dieu n'existe pas. Et je suis en mode, bon, déjà, je m'en fous, je veux dire, c'est pas, pour moi, c'est pas une preuve et tout. Mais je veux dire, mais même, imaginons que ça prouve que le Coran est faux. Imaginons. Mais ça ne prouve pas l'inexistence ou l'existence de Dieu. Je veux dire, ça va bien au-delà de seulement les livres, les Bibles et tout. Et j'ai l'impression qu'on a réduit ça. Et ce qui empêche parfois de dialogue, et ce qui empêche parfois peut-être aux athées de réfléchir sur ça, de penser outre les monothéismes, et de vraiment penser cette question de la transcendance au-delà de la Bible. Je sais pas ce que... Ouais, mais là, on parle pas des athées, on parle des fatigués, quand même. Ouais, Comme là, c'est- quand tu disais tout à l'heure les mauvais croyants ou les mauvais scientifiques, je vais dire les mauvais athées. Tu vois, Mais il y a des bons athées. il y a des tasses athées. Il y a des bons athées. Monsieur Ismaël. Bah, non, mais Rigole, j'ai- C'est c'était pour reprendre. Deuxième personne qui compte sortir de l'islam ce soir. C'est quoi? Ah, parce que j'ai dit qu'il y avait des bons athées. Bah ouais, mais c'est pas... ils sont très bien athées. Ils sont. J'ai trouvé. Non, mais enfin, David quoi, très athée. Oh là là, vas-y, excuse-moi. Oh là là. de quoi ça reprend en jeu de mots? David ça très m'énerve. athée, non, ça marche pas ça. Bah quoi, moi, qu'est-ce qu'il a, moi? Je sais pas. Bon, bref. Vas-y, Ah, excuse-moi. toi t'es sorti de l'islam aussi, pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Ah, parce que t'as dit, même si on te montrait dans le Coran et tout ça. Non, mais je veux dire, pour moi, c'est même pas un sujet. Si tu veux, c'est faux ou pas. Mais vas-y, je veux dire, ça réduit pas. Si tu réduis ça au Coran. Puis c'est marrant de tout réduire à l'existence de Dieu quand même, parce que la spiritualité, c'est pas. Tu vois, c'est pas. Ok, Dieu n'existe plus, la spiritualité disparaîtrait dans la seconde. C'est-à-dire Mais- que c'est bon, on n'a plus de contact avec la nature, avec l'existence, avec les questionnements de à quoi on sert, du sens de la vie. C'est bizarre quand même de réduire toutes ces discussions à Dieu n'existe ou n'existe pas, parce que du coup, ils ont cette vision de Dieu n'est que création. Dieu n'est pas Dieu en tant que signifiant, parce que là je fais très large, je prends pas que pour que les religions monothéistes, mais Dieu c'est aussi l'expression d'une spiritualité, donc c'est pas que Dieu a créé, le monde en un claquement d'or, je ne sais rien. C'est vraiment, Dieu c'est tout un chacun là en soi, s'il le veut, c'est ce qu'on appelle la spiritualité, peut le partager avec autrui, donc c'est pas juste ça. Et ça rejoint aussi toutes les questions de après, pour venir sur ce que disait Baf, la question de l'arbre de la connaissance, c'est intéressant parce que finalement, comme le disait très bien Aurélien, tout individu est scientifique en soi, c'est-à-dire qu'il cherche à savoir des choses, c'est-à-dire que on veut tout savoir pourquoi les José tombent du haut vers le bas, pourquoi il y a des tsunamis ou pourquoi il y a des éclairs par exemple. Mais du coup, ça c'est quoi? C'est notre volonté de savoir des choses, mais c'est pas néfaste en soi. Ce qui peut être néfaste, c'est de vouloir l'imposer. C'est-à-dire de vouloir imposer une connaissance à autrui, c'est-à-dire d'avoir une vision des choses qu'on impose à autrui, mais le vouloir le savoir, c'est pas un mal en soi, c'est ce qu'on en fait en fait du savoir. L'utilisation du savoir, de la connaissance et le savoir. En plus, il y a tout ce débat entre savoir et connaissance. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on veut tous savoir des choses. Même le religieux, le premier, le religieux, parce que le religieux, il veut savoir le sens de sa vie, notamment. Mais Donc, c'est quoi? C'est pas une dans volonté de l'islam, il n'y a connaître. pas ce même rapport au savoir, non? Il veut Je trouve savoir que pour se connaître, pour se rapprocher de Dieu. Il veut savoir des choses, donc il y a une il- connaissance à vouloir. Voilà, il veut la volonté il veut de comprendre, savoir. il veut comprendre les signes ici-bas, de l'ici-bas, justement, pour se rapprocher de Dieu. Et tu te rapproches de Dieu par la connaissance de Dieu. Enfin, plutôt l'inverse, je sais plus. Mais ouais, c'est ça. Par Merci contre, Apollo. et justement, ce Oui, qui c'est est ça, mou- je veux dire. ce qui va être mauvais sur notre représentation religieuse, je pense, c'est pourquoi tu veux comprendre les signes, justement pour, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, pour dominer, pour te faire, pharaon sur terre, quoi, pour être maître de toi-même. Sauf que justement, tu veux pas être maître de toi-même, puisque il y a quelque chose qui te transcende, quoi. Enfin, je sais pas. On avait Non, mais coupé parce que Ismaël, en plus. non, pas du tout. Tu disais, je voulais revenir sur ce que tu disais au tout début là, sur la spiritualité comme, enfin, l'existence de Dieu comme alpha et l'oméga de la spiritualité. Mais c'est juste que c'est la question fondamentale que les croyants, enfin, autour de laquelle les croyants font leur vie la plupart du temps, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'existence de Dieu et enfin, j'existe parce que Dieu existe. Du coup, ça répond à toutes mes questions. C'est une réponse hyper confortable, l'existence de Dieu, tu vois. Encore plus quand elle est calibrée dans une religion, parce qu'elle te donne toutes les réponses clés en main, et t'as plus
t'as plus besoin de les questionner. Très souvent, plein de gens ont une pratique de leur religion comme ça, où, bon, bah, tranquille, en fait. À partir du moment où voilà, les réponses, elles sont dans le Coran et pas ailleurs, ou alors elles sont dans tel livre et pas ailleurs, tu vois. Alors qu'en vérité, c'est pas du tout l'essence de l'islam. L'essence de l'islam, c'est même de questionner même l'existence de Dieu. Tu vois, les deux parmi les plus proches prophètes de Dieu, donc Abraham et Moïse, Abraham, donc son ami intime, enfin, tu vois, le Khalil, lui pose la question. Quand même, j'ai des doutes. Tu vois, le bail, ça veut dire il fait son Wissam, tu vois, il fait... non, mais... Ouais, mais je veux dire que- comment ça? Non, je rigole. Il dit, je veux des preuves, tu vois. Et Dieu lui donne. Et Moïse, c'est pareil. Montre-moi, je doute, tu vois. Jamais. T'imagines, toi, tu vas voir un imam, tu lui dis, ouais, j'ai des doutes sur l'existence de Dieu. Ouais. Déjà, là, on le dit ça y est, on se fait hagar par le chat, tu vois. Mais qui a dit ça en fait? Toi? Non, j'ai pas dit ça. Ah si, Maxime. Mais ça va. À vous, Maxime. Ça va. T'as dit ça juste après le truc sur les petites filles, là. Oh, attends. Parce qu'il faut resituer là, t'es en train de lancer- Ah, je sature maintenant. Mais oui, on dirait les petites filles, on dirait pas un truc de malade. Ah, c'est vrai. Non, mais ouais. Non, le truc de Twitter. Ouais, non, mais on dirait pas un truc de ouf. Ah ouais, non, mais resitue le truc des petites filles. Ouais, je dirais ça. Est-ce que je sature ou est-ce que c'est pas assez fort? Faut dire. C'est important ce que tu dis. Oh non. Micro off. Vas-y. Vas-y, bah parle avec ça. Non, mais attends. Il y en a un autre là. Sinon, je prends le sans fil, hein, la technique. Dites-moi. La technique, on fait quoi? Non, ça explique Wissam peut-être. Non Essaye, vas-y, essaye. C'est Attends. plus marrant aussi. Attends, il débranche, rebranche. Ok. Yes. On m'entend. Je change de micro, vas-y, je prends le HF. Vas-y. C'est une dinguerie ces trucs de Ok. micro. Vas-y, parle. Et là, on m'entend? Est-ce qu'on m'entend dans ce micro? Super, bah voilà, parfait. Non, mais il y a un décalage, il y a un décalage. D'accord. Bon, excuse-toi pour les petites filles. C'est toi qui dois t'excuser. Le matriarcat. Non, Attends, juste pour les Wissam, gens de il est tombé Twitter. dans la sauce. Non, mais je Sur confirme Twitter. pour les gens de Twitter, effectivement, la faute du patriarcat, ce sont les petites filles. Ce sont elles qui tiennent le patriarcat en France. Je veux dire, c'est pas le gouvernement, c'est pas l'économie, non, c'est les collégiennes, surtout les collégiennes SECPA, qui brident les garçons et tout le patriarcat vient de là. Voilà. Archi d'accord. On est d'accord. Assez de collégiens. Non, mais s'ils ont envie que je pense ça, je pense ça, effectivement. Ça m'a fait perdre mon fil. Ah oui, je voulais te demander, est-ce que tu penses que c'est possible là, j'ai vu que la question de la transcendance, c'est un truc qui revient un peu de plus en plus. Ton fil. Non, pardon, c'est pas possible. Oh là là, c'est... Oh là là, mais oui. Moi, je reconnais pas mon Oh Ismaël. là là. Je sais pas si c'est le vrai. Ah non, mais ça, en plus, elle a mis du temps, sa blague, hein. Fou. Ok. Il y a la question de la transcendance qui revient. La vanne, elle était pas transcendante. Oh là là là. Je suis désolé, Aurélien, on est sérieux d'habitude. Est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir une transcendance? Et j'ai vu. Non, mais on peut pas. Non, c'est pas Une récré, c'est pour ça, on c'est n'a pas eu de possible, récré. C'est pas possible. Est-ce que tu penses que c'est possible? J'en vois certains essayer de développer ça, ce qu'on appellerait une transcendance laïque, une transcendance sans Dieu. Et qu'est-ce que ça serait? Est-ce que toi, tu as déjà réfléchi à ça? Et toi, quel est ton rapport? Est-ce qu'on peut te poser la question? Quel est ton rapport personnel à la religion, à la transcendance? Parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui se demandaient. Non, mais non, on peut pas. Bah oui, t'as le droit de dire non. Ouais, non, on peut pas. Mais si tu veux, en fait, le problème central, moi, je trouve que c'est ouais, c'est la peur de l'ailleurs et c'est la croyance ferme en une sorte de totalité comme ça, de presque de monade comme ça, effondrée, par exemple dans la science et pas seulement dans la science. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait ça, c'est ce que tu dénonçais un peu d'ailleurs tout à l'heure avec la zététique. Il y a des gens très bien en zététique, moi j'ai des super potes zététiciens, mais il y a un gros problème avec la zététique, c'est d'avoir l'impression de toucher une méthode qui remplace toutes les méthodes, une sorte de méta-méthode, c'est-à-dire d'avoir une sorte de critère de distinction non discutable et transcendant pour savoir ce qui relève du vrai, du faux, du correct, de l'incorrect. Mais ce faisant, on rate toujours une partie de la question. Là, pour le coup, c'est moi qui vais être très terre à terre. Je sais pas, on se pose des questions, est-ce que l'énergie nucléaire est bonne ou mauvaise ?
Généralement, il y a débat, tout le monde s'engueule, les amis se fâchent, etc. Et puis après, on dit, bon, on va faire du fact-checking. Fact-checking nous dit, bon, bah là, on regarde sur les je sais pas combien, 50 dernières années, le kilowattheure nucléaire a tué moins que le kilowattheure hydraulique. Donc, vive le nucléaire. Il se trouve que cette constatation est vraie. Le kilowattheure nucléaire a tué moins que le kilowattheure hydraulique. C'est juste. Et donc on dit, ouais, voilà, fact-checking, pourquoi on s'engueule on a la réponse. Sauf que quand on fait ça, on rate plein de choses. Ouais. D'abord, on rate le fait que les problèmes du nucléaire, ils sont plutôt dans le long terme. Donc ce qui s'est passé dans les 50 dernières années n'est pas forcément une réponse pour ce qui va se passer dans les 500 prochaines. Ensuite, on rate la connivence entre nucléaire civil et nucléaire militaire, ce qui est quand même pas exactement un détail quand on pense. Enfin, moi, je trouve ça toujours dingue qu'on soit là tranquille avec une part de pizza autour de nous, alors qu'on sait qu'il y a une quinzaine de chefs d'État tarés qui, là, en appuyant sur un bouton, peuvent décider de notre vie ou de notre mort. En Il y a fait. quelqu'un qui dit Là, on est les otages. Ça explose pas. Ouais, c'est ça. On est les otages de tarés, parce que quand même, pour être chef d'État, généralement, il faut avoir un gros problème de narcissisme. Donc, on n'est pas avec des gens sains d'esprit, tu vois, en moyenne, voilà. Et ces gens-là peuvent décider de notre vie ou de notre mort, comme ça, à leur bon vouloir. Et on accepte ça. C'est quand même un truc complètement dingue. Et donc, cette connivence qui est inévitable, nucléaire civil, nucléaire militaire, n'est pas un détail. Et surtout, on fait comme si l'énergie était intrinsèquement quelque chose de souhaitable. Alors qu'en fait, on peut complètement renverser la question en disant, même si le nucléaire, supposons, hypothèse, que le nucléaire soit une énergie propre et sans danger. Eh ben, on pourrait dire que justement, c'est donc la pire. Pourquoi ? Parce qu'elle serait alors disponible. Or, qu'est-ce qu'on fait avec l'énergie aujourd'hui en ce moment ? On bousille les océans, on rase les fonds marins, on décapite les forêts, on exploite les pays du Sud, etc. On fait des guerres. Quoi ? On Vas-y. fait des guerres. Voilà, on fait des guerres. Bon, alors vous allez me dire, oui, mais on fait aussi des trucs sympas. Bien sûr qu'on fait aussi des trucs sympas. Mais là, on cherche la grande image. La grande image, c'est que l'énergie, elle sert à artificialiser le réel. Et quand on est un vivant, l'artificialisation, quelque part, c'est une connivence avec la mort. Et donc, c'est ça le problème, tu vois, je trouve, de l'absence de transcendance. Là, vous pourriez me dire, mais ça n'a rien de transcendant. Il suffit de poser une autre question. Ok, il suffit de poser une autre question. C'est vrai, Dieu n'a rien à voir avec ce que je suis en train de raconter en ce moment. C'est vrai. Mais ce qui a à voir avec ce que je raconte en ce moment, c'est que tous les prismes sont insuffisants. C'est juste ça que je veux dire, en fait. Tous les prismes sont insuffisants et on a beau le chercher, on ne trouvera pas celui qui englobe tous les autres, celui qui contiendra tous nos systèmes symboliques. Et quand tu vas voir un film avec ton gamin et qu'il y a une licorne dedans, c'est un exemple que donne Goodman, tu lui dis pas « Oh, le personnage symbolique de licorne était très mignon ». Bah non, c'était une licorne, c'était une vraie licorne dans une œuvre de fiction. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc on va pas se demander quel est l'animal qui correspond à ce truc-là. On s'en fout qu'elle n'existe pas dans la nature, qu'on la trouve jamais dans la savane ou dans la forêt. C'est pas grave, dans l'œuvre, elle existe. Et donc on voit bien qu'on vit comme ça dans un enchevêtrement de mondes symboliques et que le seul métacrime qu'on puisse faire aujourd'hui, je crois, c'est de supposer que notre monde techno-matérialo-scientifico-capitaliste est le monde avec un L majuscule. C'est de croire que tout s'effondre là-dedans. Je ne sais pas ce qu'il y a ailleurs, j'en sais rien. Et d'ailleurs, je ne sais même pas vraiment ce que je crois, mais on s'en fout de ma vie. Ce dont je suis sûr, c'est que heureusement qu'il y a de l'ailleurs. Parce que s'il n'y a pas d'ailleurs, on est vraiment foutu en même temps. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'ailleurs. Où le chercher, j'en sais rien, mais je trouve que le geste de surenchère, tu vois, qui consiste à dire on a déjà une structure de domination incroyablement efficace, qui est aussi une structure de libération d'ailleurs, hein, par ailleurs, c'est vrai, je veux dire, elle n'est pas que dominatrice, elle peut être aussi émancipatrice et tout ce qu'on veut, c'est vrai ça, et il ne faut pas le nier, mais on ne peut pas simplement justifier une tendance parce qu'il y a quelques effets collatéraux bienvenus, tu vois, typiquement, je peux continuer encore 30 secondes ma diatribe là, tu vois, typiquement c'est l'intelligence artificielle, alors déjà rien que le mot c'est extraordinaire, intelligence artificielle, c'est une contradiction dans les termes, en fait c'est une grosse bouse algorithmique qu'on essaye de nous vendre pour de l'intelligence. Mais alors regarde une seconde. Les effets sur les humains, d'accord ? Le premier effet quand même, c'est que c'est une atrophie des possibles. C'est un truc qui fait que toi, ce qui te définit en tant qu'être vivant, tu peux lire Bergson, Kierkegaard, tout ce que tu veux, c'est le fait qu'il y a un moment où tu t'échappes de la série causale. Là, on imagine que je vais faire un truc, et ben tiens, regarde, je fais ça avec mes cheveux. Personne n'aurait pu le deviner. Personne dans le chat, il n'y a pas une personne au monde qui aurait pu supposer que j'allais faire un truc débile avec mes cheveux. Je l'ai fait. J'ai interrompu les séries causales. Ça, c'est très exactement ce
contre quoi L'interrompt souvent, l'intelligence artificielle va nous prémunir. Déjà, rien que ça, on devrait se dire, bon, on arrête. Ok, il y aura quelques effets sympas en médecine, mais enfin, globalement, c'est quand même une catastrophe. Tu rajoutes à ça les capacités de surveillance, qui ne sont pas des espèces de délires paranoïaques, hein, on voit que c'est en train de se faire. Ensuite, tu rajoutes à ça la dimension néocoloniale, à laquelle vraisemblablement, ici, les gens vont pas être complètement indifférents. Oui, ouais, c'est Alors pourquoi elle est forte, la dimension néocoloniale ? Parce que les travailleurs du clic, aujourd'hui, c'est-à-dire les gens qui se prennent des images ultra violentes toute la journée, ils sont généralement payés $2 de l'heure dans les pays du Sud. Ouais. Donc il y a une externalisation de ces sales boulots. Et ensuite, parce que les matières premières du numérique, elles viennent essentiellement des pays du Sud, et parce que les décharges, elles se trouvent essentiellement dans les pays du Sud, avec des effets neurologiques, cardiologiques, qui sont déjà avérés. Et enfin, l'effet sur les non-humains, parce que bon, moi, c'est aussi une question qui m'intéresse. Et d'ailleurs, c'est le seul reproche que je ferai aux décoloniaux, c'est que je trouve qu'ils reprochent souvent aux Blancs de ne pas faire communauté avec eux, et moi, je leur reprocherais de ne pas faire communauté aussi avec les non-humains, parce que pour moi, c'est un sujet très important. Mais après, chacun ses combats, et comme disait Madi, comme disait Nelson Mandela, c'est aussi une erreur de croire que mes combats sont nécessairement les vôtres, donc ça, je le respecte. Et donc, les non-humains, disais-je, bon, il y a tout l'aspect pollution, machin, vous savez qu'il faut quand même 1 million de litres d'eau pour une tonne de silicium, hein, et du silicium, il y en a là-dedans. 1 million de mètres cubes, j'ai peut-être fait un lapsus, ça fait 1 milliard de litres. C'est considérable. Comme le savent très bien les pays colonisés, quand vous habitez sur des richesses, vous n'allez pas habiter là longtemps. Les animaux, ils le savent très bien aussi. Et surtout, et je m'arrête là-dessus, c'est l'invisibilisation. C'est-à-dire que, en fait, le problème du numérique à outrance, c'est que c'est devenu notre seule altérité. Tu vois, bon, on se voit encore un peu, les êtres humains, parce que quand même, il faut bien qu'on bosse, il faut bien qu'on baise, donc ok, donc on se voit, ok. Mais sorti de là, qu'est-ce qui n'est pas, pour nous, humain ? C'est ça. Et c'est ça qui est dramatique. C'est que tous les non-humains, on les a invisibilisés. Et ça, c'est le pire crime, tu vois. C'est même pas le crime sadique, qui est pas recommandable, hein, on est bien d'accord. Mais où au moins, tu as ta victime devant toi, et si tu as du plaisir, et j'en fais pas l'apologie, hein, on est bien d'accord, c'est qu'au moins, quand même, tu sais qu'il est vivant. Ou même le sacrifice, tu vois, dans la Grèce ancienne, tragédie, ça veut dire chant du bouc, avant qu'on coupe le cou de ce pauvre animal, il fallait quand même qu'on lui ait donné une valeur. Parce que l'Aïd. Ouais, voilà, il y a l'Aïd. Bon, je vais pas faire l'apologie de l'Aïd, hein. Bon, soyons quand même clairs. Soyons clairs, compte pas sur moi. Mais toujours est-il que il y a quand même une valeur derrière ça. Bon, pour les pauvres animaux qui crèvent, c'est quand même pas cool, hein, on est bien d'accord. Mais il n'empêche que il y a la reconnaissance d'un statut de vivant. Alors un vivant qu'on tue, c'est pas génial, mais c'était un vivant. Là, on les a tellement invisibilisés qu'on a créé un monde de machines. En fait, c'est juste dystopique, quoi. C'est impossible. Et le rapport avec la transcendance de tout ça, c'est de dire que si on prend pas un peu de recul, la machine, elle s'emballe là. Et il y a une tribune qui a été signée par des collègues scientifiques il y a quelques jours qui demandent à faire une pause dans l'intelligence artificielle. Mais en fait, je la trouve consternante, cette tribune, même si les gens étaient bien intentionnés. Parce qu'en gros, les gens commencent à flipper, quoi. Ils se disent, ouais, attention, avec les deepfakes, là, on va peut-être me retrouver dans un film porno que j'ai pas tourné. Mais c'est un détail, ça. Il n'y a aucun recul sur le fait de savoir, quand bien même on arriverait à conjurer quelques externalités négatives, est-ce qu'on n'a pas affaire à quelque chose qui est intrinsèquement répugnant? Tu vois, en gros, là, les mecs, ils sont en train de se dire, on va faire des combinaisons anti-radiation. Ok, mais si on lançait pas la bombe atomique, ce serait peut-être mieux, non? Ouais, bien sûr. Et ça, c'est déjà une question transcendante, en fait. De dire, tiens, et si on lançait pas la bombe atomique? On en est arrivé à ce niveau d'immanence systémique que cette question, qui est quand même pourtant un peu plus radée pâquerette que l'existence de Dieu, nous paraît déjà être quasiment de ce niveau-là. C'est ça qui est dramatique. Excusez-moi, là, je ferme ma gueule pour un petit moment, c'est promis, là. Ah, c'est bien. J'espère que les gens ont clippé tout ça. Mais ça, c'est. Ouais, je parle vite. Hein. J'ai toujours Blancs, l'impression d'être chiant, alors c'est pour C'est ça les que je blancs, débite. dès qu'ils viennent ici, ils étalent leur savoir. Ouais, excusez-moi, je me suis pas mis au niveau. La prochaine fois, je viendrai de ma bouche. Rajoute des promis. petits wesh. Là, c'était Ça te super. dérange pas bien. Mais c'était vraiment. Il a dit, on On a vu sur Benzema. Ah ouais, sinon, t'as pas quoi, Benzema? Benzema, c'est un philosophe de quelle époque? Philosophe espagnol. C'était vraiment parfait et génial. Moi, ça me fait penser à deux choses. Déjà, je sais pas si tu as lu Murray Bookchin, puisque Murray Bookchin, en termes de pensée politique, c'est directement ça. Et notamment, il dénonce, en plus, c'était les années 50-60, il dénonce le marxisme, parce qu'il dit que, Murray Bookchin dit notamment que le vrai mal du capitalisme, c'est d'avoir voulu porter atteinte à la nature, avant tout. La nature, au vivant, dans tout ce que ça implique. C'est-à-dire que, pas que les humains, mais aussi tout ce qui est vivant, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, même aussi au-delà de ce qu'on ne considère pas vivant aussi, c'est-à-dire tout ce qui est autour. Donc ça, c'est déjà une chose. Et ensuite, sur les décoloniaux,
peut-être qu'on pourra sur la critique aux décoloniaux, c'est peut-être vrai sur les peut-être sur les Français, bon, on peut en discuter, mais sur l'Amérique latine, en Amérique du Sud, c'est pas forcément vrai parce que les décoloniaux en Amérique latine, ils ont tous cette réflexion sur en fait le décolonial, c'est deux choses à la fois. C'est à la fois une critique du système capitaliste moderne, la modernité, tout ça, mais aussi une volonté d'en sortir. Et là, quand on réfléchit à la volonté d'en sortir, bah forcément, on puise dans différentes cultures et idées qui ont existé. Et ça, forcément, ça rapproche de la spiritualité et c'est très intéressant. C'est aussi le cas dans différents. En fait, je vais parler un peu de politique, mais c'est évidemment lié. C'est aussi lié à ce que tu disais, c'est-à-dire que toi, ta critique, c'est ce que tu as fait là pour Merci, 10 minutes, c'était génial, mais c'est une critique de quelque chose que nous, humains, avons créé. Tout ce qu'on a créé, on peut s'en défaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme tu l'as très bien dit, il y avait quelques semaines de ça, c'était une horreur. J'avais vu un député macroniste ou quelqu'un ou du MEDEF, je sais plus, qui disait oui, bah maintenant, faut qu'on apprenne à vivre avec le réchauffement climatique. Vous avez vu? On est passé de faut qu'on combatte la montée à Ouais, on doit vivre avec. pour le combattre. Hein. Voilà. Ouais. Ouais, il le disait sans le faire. Bah, Mais ça maintenant, n'existait pas. Ouais, oui, déjà, il existait. Bon, disons maintenant qu'ils disent, non, il faut qu'on vive avec. C'est-à-dire que maintenant, comme le disait très bien Aurélien, c'est que maintenant, on doit. Les gens, ils sont tellement butés dans leur idéologie néfaste que disait très bien, c'est Ramon qui disait c'est la civilisation de la mort. La civilisation de la mort, c'était très bien utilisé. Et il disait justement, et donc ils sont tellement butés là-dedans qu'ils veulent pas changer de système. Et tout ce que dit très bien Aurélien, c'est de volonté d'en sortir. Et là, du coup, pour peut-être les personnes qui veulent en savoir plus, il y a notamment très bien, c'est Murray Bookchin qui en parle très bien. Pas que, hein, les décoloniaux aussi, mais Murray Bookchin a toutes ces réflexions sur l'écologie politique et sur une compréhension, une adaptation, disons, du marxisme à, en fait, là où le marxiste dirait que c'est une destruction de la force du travail du prolétariat, il y a aussi, ce que dit Murray Bookchin, c'est aussi une atteinte à la nature et à l'écologie, en fait, comme il le nomme. Et donc c'est très intéressant. Et bien évidemment, pour revenir et pour un peu plus court, c'est aussi, faut comprendre que la spiritualité, c'est une énorme source d'inspiration pour sortir de la modernité capitaliste dans laquelle on est. C'est-à-dire que ça permet de penser autre chose, autrement, parce qu'il faut aussi comprendre une chose, c'est que le capitalisme, là, personne ne peut être déconstruit de tout ce qu'on a été imbibé depuis qu'on est. C'est-à-dire que même nous qui voulons réfléchir en dehors des clous de la modernité, eh bien, on subit même notre propre comment dire altérité, notre propre construction, oui, dans le moule capitaliste moderne. Et du coup, vouloir en sortir, c'est très compliqué. Mais du coup, il faut qu'on puise faut qu'on puise dans nos imaginaires et dans notre passé. Et la spiritualité, c'est la meilleure façon de faire parce que la spiritualité, c'est quand même une chose à la fois collective, mais aussi très très intime. C'est-à-dire que on se le construit par nous-mêmes et c'est très intéressant, je pense, de réfléchir à ce genre de réflexion. Et bien évidemment, le non-humain intervient directement une fois qu'on a pris en compte Oui, tu as raison. tous ces cadres de pensée-là. Mais alors, Voilà. C'est un peu long. c'est peut-être. On en a déjà parlé un petit peu parfois du truc non humain et tout. Après, pas vraiment dans l'idéal que tu aurais toi, mais par exemple, on discutait sur la viande halal, tu vois. Et on disait que, bon, en réalité, la viande qu'on mange actuellement, est-ce qu'elle est vraiment halal dans la manière où elle est traitée, dans la manière où elle est tuée et tout. Et même moi, je me disais que c'était justement dans le halal, il y a vraiment un respect de l'animal et tout. Et que peut-être que dans le halal, il y avait déjà une notion de limiter un peu la consommation de viande, consommation de tout ça et tout. Mais je voudrais revenir déjà sur le nucléaire. Tu as aussi oublié le côté extractiviste, c'est-à-dire qu'on écoute les gens, on a l'impression que le nucléaire apparaît comme ça par magie. On oublie tous les trous énormes de mines et tout qu'on fait dans les pays du Sud. Et je voudrais revenir sur ce que tu as dit, c'est que même si c'était une énergie abondante et qu'on pouvait avoir gratuitement, il faudrait la stopper. Et c'est un peu le souci que j'ai un peu avec les luttes écolo, c'est que parfois j'ai l'impression que c'est juste la catastrophe climatique qui les invite à changer l'ordre dominant. C'est-à-dire que si on trouvait la matière magique qui résoudrait tout, qui nous donnerait de l'énergie de manière propre et tout, et illimitée, alors les problèmes seraient réglés. Et c'est-à-dire que j'ai l'impression que, ouais, et j'ai l'impression que 90% retourneraient à leur quotidien et laissant le monde tel qu'il est, c'est-à-dire la domination du nord sur le sud, des gens qui sont dans des boulots de merde, dire ah mais c'est bon, au moins on peut, on a sauvé le truc de la catastrophe climatique. Donc d'un côté j'ai l'impression qu'il y a la moitié des gens qui sont comme ça, mais qu'en même temps, et c'est là où j'ai un petit peu d'espoir, c'est que j'ai l'impression que la catastrophe climatique amène les gens à se questionner sur ce qu'ils font en fait. Sur leur quotidien
Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de dépression et tout. C'est aussi qu'est-ce que c'est ma vie? Genre, est-ce que vraiment maintenant, ma vie, c'est de faire métro, boulot, dodo, d'aller au taf, pour un bullshit job et tout. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont en train de se questionner sur ça. Et que peut-être là, on a l'occasion de se saisir de ça pour dire, même si on trouvait la solution, il faut vraiment re-questionner notre rapport à la vie, notre rapport aux autres, notre rapport au Sud et vraiment qu'est-ce qu'on voudrait comme société. J'ai l'impression que c'est un truc qu'on fait pas assez. C'est vraiment il y a je sais plus Dalloway, non, je sais plus comment ça s'appelle, qui a développé le concept de habiter le trouble. Parce que tu parles ils sont en train d'essayer de s'adapter à la catastrophe climatique. Moi, je suis d'accord que c'est dégueulasse de leur part, mais de toute façon, c'est un truc qu'on doit se poser aussi. Dire la catastrophe climatique est là, donc il faut déjà faire ça. Et c'est ce qu'elle dit, habiter le trouble. C'est d'essayer de faire avec ce qui existe là actuellement. Et je trouve que il faut aussi, alors parfois ça peut faire naïf et tout, mais si on est toujours dans le pessimisme, le négatif, ça amène pas assez d'envie des gens de s'engager, peut-être se questionner sur les opportunités aussi que ça ouvre et de re-questionner comment ça peut permettre aux gens de repenser plein de choses, en fait, vraiment énormément de choses. J'ai l'impression que la catastrophe climatique leur permet de niquer leur fausse conscience, c'est-à-dire ah putain, mais en fait c'est ça le monde, c'est ça la vie, c'est ça ce que je fais, et bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce qui reste? Tu as entièrement raison. Alors d'abord, si on en reste au niveau écologique, mais après on va aller au-delà, effectivement, tu as bien fait de le rappeler, hein, le climat, c'est presque un détail. Je crois que la raison pour laquelle on se surfocalise à ce point sur le climat, c'est précisément parce que, et je le dis de façon un peu provocatrice, à dessein, c'est notre problème le plus simple. C'est le seul qui donne l'impression d'être un problème technique qui pourrait avoir une solution technique. En réalité, c'est pas du tout ça. On est dans une crise qui est totalement plurifactorielle et qui n'est pas seulement un effondrement de la vie, qui est en fait une déchéance de ce qu'on pourrait appeler la cosmopoétique du réel, c'est-à-dire simplement du sens. Alors pour en rester un instant au constat chiffré, effectivement, on a perdu, comme vous le savez, à peu près les 2/3 des insectes en 10 ans, les 2/3 des mammifères sauvages en 40 ans, les 2/3 des forêts en quelques millénaires. Donc c'est fait, c'est pas une crainte pour l'avenir, c'est en train d'avoir lieu. Il y a 800 000 personnes qui meurent chaque année de la pollution en Europe et à peu près le même nombre dans le bassin méditerranéen. Les particules fines ont fait baisser l'espérance de vie mondiale, évidemment, surtout dans les pays pauvres, de plus de 2 ans. L'eau de pluie est maintenant impropre à la consommation, tant mieux pour les vendeurs d'eau. Le cataclysme est déjà en cours. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est exactement sur ce que tu as mentionné. C'est-à-dire que sur les ruines d'un monde en effondrement, il y a aussi, c'est ce que disait Hölderlin d'ailleurs, hein, là où croît le péril, croît aussi ce qui peut sauver. Et ça, c'est intéressant aussi du point de vue du rapport Nord-Sud et du rapport avec les pays pauvres ou les pays anciennement colonisés. Parce qu'il y a un écueil. L'écueil, c'est l'Occident qui, au gré de ses turpitudes morales, découvre une nouvelle cause et veut que cette nouvelle cause devienne une cause mondiale. Ça, c'est très agaçant. Je pense qu'ici, tout le monde sera d'accord avec ça. Ça arrive tout le temps et c'est insupportable. Et c'est le droit, voire le devoir des pays désalignés de ne pas souscrire à toutes ces lubies occidentales. Sauf que le cas écologique est un peu spécial. Il est un peu spécial parce qu'en effet, on respire tous le même air, on boit la même eau. Et là, qu'on le veuille ou non, il y a effectivement un commun qui est en train d'apparaître. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans cette situation, on peut l'analyser en termes de rapport de force en se disant, mais là, les pays riches, en fait, flippent tout simplement parce qu'ils se rendent compte que leur pétrole ne se boit pas et que donc, il va falloir quand même qu'on fasse quelque chose. C'est sans doute vrai. C'est une analyse un peu cynique qui est sans doute vraie. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, les pays pauvres, en fait, ils peuvent complètement jouer un renversement du rapport de force. Parce que de quoi on a besoin, en fait? Le pire de ce que j'entends, moi, dans les milieux écolos, c'est « Ok, vous avez raison, c'est la merde, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Comme si il n'y avait eu aucune autre manière d'habiter le monde que celle de l'Occident capitaliste contemporain. C'est extraordinaire comme remarque. C'est peut-être la remarque la plus raciste que moi j'ai entendue dans les dernières décennies. Elle s'ignore comme telle. Hein. C'est des gens très, très bien pensants et très progressistes qui vous disent ça. Mais c'est extraordinairement raciste en fait. C'est oublier toutes les autres cultures qui ont jalonné et qui jalonnent encore cette planète. Et ce dont on a besoin en fait en Occident contemporain, c'est d'autres modèles, c'est d'autres manières d'habiter le monde, c'est d'autres manières de faire sens. Et peut-être que pour une fois, on pourrait
contraints par l'histoire, contraints par cette violence de la catastrophe, perdre nos vieilles habitudes paternalistes et essayer d'apprendre des autres et non pas simplement de leur apprendre. Je sais bien que Sarkozy avait dit le problème, c'est l'Afrique. Bon, Ouais. évidemment, le problème, c'est toujours l'Afrique. Dans l'histoire. Sauf que, oui, elle n'est pas entrée dans l'histoire et la catastrophe écologique est de sa faute à cause de la démographie galopante. Ouais, Bon, les c'est gens. non seulement éthiquement dégueulasse, mais c'est factuellement faux en plus. Et donc là, justement, on a une opportunité. Partout, il y a Denetem Touambona qui a écrit un très beau livre à propos de la Caraïbe, par exemple, où il montre comment, en particulier dans leur résistance face à l'esclavage, les peuples des îles ont proposé un imaginaire radicalement autre de celui de la technopensée, qui n'était pas du tout une sorte de fantasme indigéniste, tu vois, parce que si on le reçoit comme ça, c'est raté d'avance. Là, c'est foutu d'avance. Là, c'est l'ogre capitaliste qui reprend le truc pour faire une réappropriation culturelle et faire un t-shirt sympa avec des nouveaux motifs, quoi. Donc ça, évidemment, c'est ce qu'il faut pas faire. Rendez-vous en Et- terre inconnue. Voilà. Et là, d'un seul coup, de se dire, mais en fait, faut qu'on arrête de se demander, mais qu'est-ce qui est possible? En fait, il y en a partout du possible. En réalité, quand on Et regarde face à la même catastrophe climatique, le les gens- néolithique, le paléolithique, en fait, ce qu'on a découvert aujourd'hui, voir l'ouvrage de Graeber récent, c'est que en réalité, l'humanité a été incroyablement exploratrice. Ça, c'est pratiquement acté aujourd'hui comme un fait historique et anthropologique et ethnologique. Et en fait, la nouveauté chez nous, c'est pas qu'on se plante. On n'est pas les premiers à s'être plantés. C'est que, on a une puissance de feu qui est effectivement sans précédent, donc il y a beaucoup de dommages collatéraux, donc les pays pauvres, les animaux, etc. Et ensuite, c'est qu'on s'entête. Ça, c'est jamais arrivé. Nos prédécesseurs étaient toujours très prompts à savoir rebrousser chemin et à emprunter aux autres tribus. À se réinventer, quoi. Et on n'emprunte pas, nous. On n'emprunte pas. On dissémine. Si je peux me permettre, en fait, tu vois, Et après, en t'écoutant, ça me faisait penser à ce que tu avais dit tout à l'heure, tu vois, sur le fait que dans le logiciel décolonial, il y avait cet angle mort des autres vivants. Et en fin de compte, là, avec la ah, je crois qu'il marche pas. démonstration Parle un du peu micro. plus. Ouais. Allô, allô. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, viva Algérie. 1, 2, 3, viva Algérie. Attends, vas-y, on va essayer. C'est bon ou pas? On va y arriver, on va y arriver. Je sais pas, vas-y, bon. c'est bon. Ouais. Ok. Bah, Il a pris des notes. Il a vraiment titré les mal après. C'est comme ça qu'il parle. Prendre exemple, prends exemple. Toi, tu parlais justement de se réinventer, etc., peut-être en s'inspirant d'autres cultures, de cultures éventuellement traditionnelles, etc. Et je me disais, mais c'est aussi ça un peu la pensée décoloniale, c'est justement se déconstruire le modèle occidental hégémonique, tu vois, et dans les modèles, on va dire, justement, qu'on a opprimés ou même comment dire, détruits, ouais. Bah, il y a peut-être justement Il y a. une oreillette, c'est Catherine Barma. Il y a un champ des possibles qui inclut également voilà. les autres vivants. Ouais. Non mais tu Ouais. vois, c'était pour faire un pont avec ce que tu D'accord, disais tout à l'heure. Ouais, non, mais il faut bien que je fasse une petite critique, parce que sinon, je Non, vais mais- être taxé de complaisance. Mais la différence, là, c'est que là, on n'a pas le choix, tu vois. Parce que là, c'est pas de la bonté d'âme. C'est pas comme disait Denetem, le crachat du maître, quoi. C'est que là, d'un seul coup, C'est ça où on le meurt. contemporain n'a pas le choix, Voilà. en fait. Il l'a pas encore compris, ça. Hein. Ça, c'est clair. On l'a pas encore compris. Mais ça va venir. Ça va venir. Mais vraiment, je crois, hein, enfin, tu vois, c'est pourtant ces années 60, il y a pas de Il était catastrophe, ouais, et surtout pas s'inspirer de l'Europe, c'est même, il disait, le plus beau cadeau qu'on a à se faire, on va lui Oh faire. là là, mais il y a encore des problèmes de son. Ouais, ça me Encore rend fou. Ça me rend fou. Même son micro là, là C'est- Wesh. Reproche, peut-être, ouais. Ah ouais, je suis trop près. Truc. Ils sont anarchistes. Ils sont anarcho-communistes. C'est. D'accord. Ok. Ils sont 1950. Vas-y, essaye. Ok, et là c'est mieux ou pas? De loin comme ça. Loin c'est bien. Voilà. Mais Fanon aussi le disait. Ouais, enfin non, Ah, c'est ce que t'as dit? C'est ce qu'il disait. Ah merde. Il faut quitter cette Europe. Communard. Je devrais écouter quand tu parles. En fait, c'est pas mal. Non, je blaguais pas. J'avais pas compris que tu parlais de Fanon. Mais c'est pas du tout dans l'écoute en fait. Ouais, mais je pensais pas. Je pensais pas que tu connaissais. Hein. Excuse-moi, non, je déconne. Elle est bien. Mais t'as dit à toi, tu connais Fadon? Un peu raciste parce qu'ils sont gauchistes et tout, mais c'est pas son taliban par exemple. Ouais, c'est vrai. Ah, mais je crois qu'ils ont envoyé des vidéos à la CIA qui avaient de meilleure qualité que les nôtres. Hein. Ah, voilà. Non. On t'a coupé? Bah non, mais ça y est, j'ai dit que. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu as raison. Mais moi, ce qui me dérange aussi, c'est que c'est fou quand même qu'ils ont dû attendre une catastrophe écologique pour se réveiller. C'est-à-dire que
toutes les erreurs qu'a pu faire le capitalisme pendant des années, alors là, vous ne se réveillez pas. Mais ce qui prouve encore l'individualisme, c'est-à-dire que Parce là. qu'il y avait un bénéfice. Il y Non, mais avait là, un ils se bénéfice bougent, à ils se gratter. bougent parce qu'ils savent qu'ils vont être affectés. Bah, bien sûr, ils sont affectés. Oui, Ils sont déjà ils sont affectés. affectés. Mais moi, ça fait quand même mal au cœur. C'est-à-dire Bien sûr. qu'on doit reconstruire un truc. Ouais. Enfin, non, mais je suis totalement d'accord, hein, parce que là, il faut garder. Eh, encore, je vais un problème. chialer, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce pas ça? Je parle espagnol quand je m'énerve. On n'entend que Samir. Ah, Ah, c'est bon, yes. c'est bon. C'est bon. Vas-y. Mais non, tout à l'heure, on l'entendait pas, Samir. Bon, ok. Doit parler- Azadi doit Ok, parler d'accord. Mais près c'est du ça le micro s'il a problème, son on masque. entend Azadi. Non, vas-y, je regarde. Je reviendrai plus. Vas-y. Non, mais juste parce que c'était très beau ce qui a été dit, je pense que c'est important de garder espoir parce que c'est vrai qu'on parle d'écologie, on peut facilement finir dans le pessimisme. Mais c'est le problème. Mais du coup, là, ce qu'on disait, c'est quand même de pouvoir refonder une sorte de nouvelle façon de vivre à partir de cette horreur dans laquelle on est. Mais en même temps, l'envie, malheureusement, de beaucoup provient de leur propre situation et pas de l'horreur du système. C'est-à-dire qu'il faut encore qu'on leur explique, comme a fait très bien fait pendant la tirade de 10 minutes, c'est de leur expliquer les liens qu'il y a entre... Ouais, le petit tacle là. Ouais, ok. Il est là. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que... Bon, du coup, là, oui, il y a des gens qui ont une volonté, mais ils ont une volonté pour des mauvaises raisons. Donc, il faut encore leur expliquer que, en fait, c'est bien beau de se réveiller, mais bon, déjà, on peut leur reprocher de ne pas se réveiller avant pour le colonialisme, etc. Mais bon, maintenant qu'ils sont réveillés, tant mieux, allez, on les prend comme ils sont, mais maintenant, il faut aussi leur expliquer, bon, bah voilà, le système dans lequel tu vis, d'ailleurs, ça ne servait à rien de le réformer pour sauver le monde, parce que c'est ce même système-là qui a détruit le monde. Déjà, il faut arrêter avec l'écologie capitaliste, je ne sais pas comment ça peut exister encore, cette folie. Mais du coup, il faut aussi continuer à expliquer aux gens, malheureusement, parce qu'ils ne comprennent toujours pas que tout ça s'inscrit dans une continuité qui date, nous les déconnus, on pourrait dire depuis 1492, mais on peut même revenir à beaucoup plus loin pour l'écologie, on peut revenir à très longtemps. Mais en même temps, il faut garder, ça c'est une réalité, mais il faut garder aussi en tête tous les possibles que ça implique. C'est-à-dire que même si la capitalisme a détruit, a uniformisé le monde, à travers la modernité que nous on nomme modernité, mais il y a aussi toujours au sein de cette modernité, parce que c'est ce qu'on appelle la dialectique, des volontés d'en survivre. Il y a toujours des poches de résistance un peu partout. On peut voir le Chiapas, il y a le projet du Rojava qui est aussi un projet profondément aussi écologique, ou qui cherche à l'être en tout cas. Et il y a toujours des moments de révolte, c'est-à-dire que même dans ce monde-là, il ne faut pas non plus penser qu'il est uniformément horrible. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui cherchent à combattre, qui arrivent plus ou moins difficilement, mais il faut aussi garder espoir dans nos capacités, parce que si on ne croit pas en nous-mêmes, bah alors là, si on ne croit pas en possible résolution au problème, alors là c'est aussi lié. On revient à la question spirituelle, parce que du coup, c'est aussi une question de notre action dans ce bas monde. Mais justement, est-ce que... C'est beau, parce qu'en fait... C'est beau, il a là, dit on- c'est beau lui-même. Hein. Non, mais c'est beau. Non, Dans ton monologue de 10 minutes, là, c'était vachement beau. D'accord, C'est beau ce que j'ai dit. Non, mais je trouve que la discussion elle est très 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 belle parce que je trouve qu'on arrive à lier tous ces trucs sans se perdre. Je trouve qu'on est toujours dans la question spirituelle quand même. Ouais. Bien sûr. Ouais, Bah, c'est- en fait, c'est ce que je trouve. en tout la cas. question de. Ah ouais, ça va, on m'entend là quand je parle? Je demande avant. Vas-y, ça y est, parle. Ouais. Bon, on verra. Vas-y, Super. vas-y. Je sais même plus ce que j'allais dire. Merci du coup. les gars. Est-ce Mais qu'on oui, non, nous mais c'est entend c'est ça, la question, elle est éminemment spirituelle qu'est-ce qu'on fait face à ce monde qui est en train de... Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, ils sont morts de rire. Ouais, moi aussi, j'ai raté un On va rater quelque chose. Ah, peut-être on a lu le même. Aurélien, il doit dire, mais c'est quoi ces tocards là? C'est quoi cette émission là? Donc, Fanou, il avait pas Est-ce que t'as lu un commentaire? T'as lu un commentaire? Il y a un commentaire. D'accord. On a lu le même. C'était quoi? On peut pas le dire, on peut pas le dire. C'était quoi le commentaire? J'ai raté. Parce que voilà, je l'ai pensé. Voilà, je l'ai pensé. Dis dans l'oreille. Ah, c'est grave. Bon, allez, T'es obligé de le dire à Ismaël. non, maintenant. vas-y, soyons sérieux. Soyons sérieux. Bah vas-y. Hey, Dis-lui. T'as fini? Ah, c'était bien. J'attends la vanne du commentaire, je sais pas ce que c'est. Ah non, je peux pas dire, on non, est l'heure du non, dîner, non, on est l'heure du dîner, on est l'heure du dîner. Il y a des grands-mères qui écoutent, comme a dit Omar. Ah non, on peut pas. Après, alors. On peut pas. Non mais, est-ce qu'on peut? Non mais c'est catastrophique. C'est la maths. Non, mais. C'est bon? Ouais, C'est bon là. Alors, Voilà. ouais, je suis. Putain, mais je voulais. Oui, bah, je voulais rebondir sur ça. Est-ce que on se moque beaucoup, par exemple, du côté les croyants qui croient au paradis et qui espèrent cet au-delà et tout. Est-ce que justement, il ne manquerait pas dans les luttes actuelles cette idée d'utopie et cette idée d'un idéal à atteindre? Parce que
voilà, on prend les marxistes qui se disent athées au maximum et tout, il y a quand même eu un peu leur paradis. Alors c'était le paradis sur Terre, mais il y avait quand même le paradis de la société communiste, où on partagerait tous, où on aurait tous selon nos besoins et selon nos capacités, et ils ne se rendent pas compte comment ce paradis-là, cet imaginaire-là, cette utopie-là, a permis de mobiliser, a permis de créer des espoirs, et j'ai l'impression que dans la lutte d'aujourd'hui, et notamment écologiste, et même dans les luttes en général, on a perdu cette idée d'utopie, tout en sachant que ça reste une utopie, mais qui peut être quelque chose qui nous pousse en avant. Alors que là, on a l'impression que, et c'est justement peut-être pour ça qu'on est toujours, depuis, je pense, une trentaine d'années, dans le truc défensif, et qu'on n'est plus assez offensif dans cette idée d'utopie qui peut mobiliser. Alors déjà, moi, je remarque que tu parles des marxistes au passé, premièrement. Ouais. Et sur ça, en fait, moi, j'aurais bien aimé t'entendre développer, Aurélien, cette histoire de révolution poétique et savoir c'est quoi ton acception du terme et de ce que tu mets là-dedans, quoi, tu vois. Parce que ça Cette recouvre. histoire de cosmopoétique, ce que ça recouvre, ouais, merci. Et de poétique, de révolution poétique, de cosmopoétique, est-ce que c'est la même chose? Et pourquoi tu y attaches autant d'importance, ou pourquoi tu as l'impression que c'est une des choses nécessaires à la révolution, en fait, au changement, à la continuité de ce monde, ou plutôt d'un meilleur monde? Parce que moi, je crois que la poésie, en fait, c'est l'extrême maîtrise, mais que c'est une maîtrise qui permet une déconstruction à chaque instant, en l'occurrence du langage. Et ça passe toujours par le langage. Tu en parlais tout à l'heure de Kateb Yassine. Moi, j'adore quand il dit qu'il voulait dire en français mieux que les Français qu'il n'était pas français. C'est exactement ce que faisait Jean Genet. Quand on demandait à Jean Genet pourquoi il utilisait cette langue si raffinée, il répondait qu'il voulait dire dans la langue de l'ennemi mieux que l'ennemi qu'il était le véritable ennemi. C'est-à-dire dans la langue, effectivement, de l'éduqué, du possédant et du formaté. Et donc, je pense que la poésie, c'est ce moment, en fait, où on peut retourner les armes. Les armes, pas forcément des armes de destruction, ça peut être des armes de création, mais où d'un seul coup, tu vois, il y a un retournement absolument imprévu. Je vais prendre un exemple, pas poétique du tout, en fait, mais en exemple à ce que disait Wissam, en ce moment, il y a, comme on sait, des interrogations autour de la réforme des retraites. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que ce qui est présenté comme une factualité, c'est de dire, bon, bah écoutez, vous pouvez être de gauche, vous pouvez être de droite, mais toujours est-il qu'il n'y a plus de sous, on ne peut pas payer les retraites, et donc si on ne travaille pas davantage, bah, faudra baisser les pensions. Or, il y a quand même des pauvres gens qui ont déjà presque rien, et si on baisse les pensions, bah, ils n'auront plus rien. Donc en fait, il faut travailler plus par générosité. Et c'est présenté vraiment par les économistes, généralement, comme un fait. Ouais. Et en fait, ce qui est complètement incroyable, c'est de ne pas voir l'idéologie extrêmement forte qui est derrière ce fait, qui est premièrement que c'est sous hypothèse de non-partage, parce qu'en partageant, évidemment, le problème ne se pose plus. Et en fait, même moi, je suis très naïf. Hein. Et donc, quand on parlait de retraite universelle, je croyais que ça voulait dire, en fait, tout le monde va toucher pareil. Je trouvais ça pas mal. Je voyais pas quel était le problème. En fait, j'ai compris que ça voulait juste dire supprimer les régimes spéciaux des cheminots. Et qu'en fait, quand on y pense, c'est marrant quand même, parce que dans le système capitaliste, tu gagnes différemment en fonction de comment tu te débrouilles. Bon, ça peut se questionner, mais enfin, ça peut aussi faire sens. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est capitaliste au carré quand même. Parce que ça veut dire qu'en fait, tu gagnes différemment, même quand tu fais la même chose, à savoir rien. Ça veut dire qu'en fait, le repos des riches est beaucoup plus payé que le repos des pauvres. C'est quand même assez marrant quand on y pense. Ouais, Le deuxième point intéressant, c'est que Jean Covici nous explique qu'on a à peu près 500, qui a ses défauts lui aussi, mais qui a aussi ses intérêts, qu'on a environ 500 esclaves énergétiques qui travaillent pour nous en permanence. Alors heureusement, c'est pas des esclaves au sens littéral. Bah, on a tellement d'énergie, si tu veux, dans l'Occident contemporain, que c'est comme si, en termes de puissance d'action, on avait 500 mecs là qui travaillaient pour nous en permanence, pour fabriquer nos fringues, nos voitures, etc. Par personne. Par personne. Ah, par personne. Par personne. Et avec 500 personnes Mais je me disais, qui sont là. parce que je me disais, bon, Non mais, ça va, non mais tu vois, on a fait. Non, c'est pas pour toi. Non, là, je c'est vais ton côté être un arabe. peu- Reviens, Ton côté arabe, ça. Pour lui, c'est normal. La traite arabe. Ah ouais, c'est le fameux esclavagisme des Maghrébins. Ça c'est va. ça. Et- Non, mais là, donc dans ta culture, c'est normal, tu vois. Mais dans la mienne, c'est quand même un problème. Et donc, du coup, et tu te dis, on a fait ça Par contre, il y a pourquoi? relâchement quand on avait pas. On a fait ça pour nous détacher des tâches de merde. Et tu te dis, avec 500 personnes qui travaillent pour toi, tu es encore obligé de travailler plus. Peut-être Ouais. qu'on a raté un petit truc, tu vois. Et le troisième point, c'est que du point de vue écologique, la seule chose qui aurait un minimum de sens, c'est juste de baisser la production. Hein. Tout le reste, c'est du greenwashing, c'est des conneries. de c'est dormir des trucs. plus. C'est-à-dire moins de production. C'est la seule chose qui peut nous sauver. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de dire, on va travailler plus longtemps, donc on va augmenter la production. Et en fait, c'est quoi et le pire, c'est que, d'ailleurs, contrairement à certains des penseurs de chez vous, moi, je vois dans l'action politique moins
de machiavélisme que vous et plus d'incompétence, plus de médiocrité en fait. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Hein. Ouais. Parce que je pense que Je ceux me pose qui tout nous le temps disent la ça question. Quand je vois en fait, Darmanin, croient en à ce vrai. qu'ils disent. Mais oui, mais tu vois, Darmanin, Je me dis, mais là, est-ce qu'il part est en nul guerre contre Est-ce les qu'il est ZAD. nul ou est-ce qu'il est Bon, machiavélique faut pas, des problèmes faut pas de angéliser les ZAD. Il y a des problèmes dans les ZAD. Il y a des violences, il y a des incohérences. Évidemment qu'il y a de la merde dans les ZAD, comme dans les quartiers. oui, On va y a pas en pas- faire. On faut pas les angéliser. Il faut pas le faire. Bien Mais sûr. il n'empêche que ce sont des zones d'expérimentation, Ah. putain, c'est de ça dont on a besoin. Aujourd'hui, on meurt d'en avoir pas d'ailleurs. Là, on a des gens qui parfois sont des emmerdeurs, c'est vrai, mais peu importe, on a des gens qui essayent un autre Qui truc, essayent, ouais. mais on devrait les payer, ces gens, en fait. On devrait y voir des sauveurs potentiels, en fait. On devrait effectivement en faire des héros. Bon, et se dire qu'on va rentrer en guerre totale contre ceux qui nous proposent de l'ailleurs, que ce soit effectivement les pays du Sud ou les ZAD à l'intérieur de chez nous, c'est complètement raté, je trouve, en fait, le sérieux de la situation. Hmm. En fait, tu vois, là, j'aurais vraiment employé ce mot, en fait. C'est pas que c'est des salauds, ces gens. C'est qu'ils ne... Je parle pas des zadistes, hein, je parle de ceux qui veulent les interdire. C'est que ce sont des gens qui manquent de sérieux, en fait. Hmm. Qui essayent de Merci, sauver Fabien. une stabilité à très court terme en perdant un méta-effondrement à moyen terme. Et en plus, outre le fait que ce méta-effondrement va concerner tout le monde, cette stabilité, elle est quand même aussi au prix d'une certaine violence. Bon, on peut pas le nier. Donc, c'est quand même une très courte vue, en fait. C'est juste un manque de sérieux, je trouve. Samir, il est le chat depuis le Ouais, début. il a dit Jean-Michel Sarwell et bon, il nous les brise, mais en vrai, c'est ok. Paf, tu voulais réagir? Moi, Il y a c'est des pour, bons bails dans le chat. pour continuer sur ce qu'il disait, justement, on se pose la question là, pendant les semaines de mobilisation là, sur la présence des indigènes en manifestation, mais justement, moi, Merci je Max trouve qu'à Hosty. chaque fois, on a tapé à côté parce qu'on se disait, ouais, non, ils sont là ou ils sont pas là, mais pour moi, c'était même pas ça la question, c'est que, comme on a pu déjà le dire, les indigènes qui étaient en manifestation, déjà, ils étaient soit là en tant que travailleurs ou étudiants, un truc comme ça, et les autres, en fait, ils se reconnaissent pas, ils veulent pas se battre en tant que travailleurs. Parce que là, les mobilisations, nous, avec notre regard, c'est les Blancs qui se mobilisent pour leur retraite. Et les indigènes, généralement, ils se mobilisent sur les thèmes d'islamophobie ou de choses comme ça. Et justement, parce que ils se déplacent en tant que musulmans, avec un idéal, ils sont pas désenchantés, quoi. Non, mais pour des trucs comme ça. En France, ouais. Ouais, voilà. Mais voilà, donc, et alors que ouais, les Blancs, enfin, moi, de ma position, je les vois juste à se mobiliser juste pour une hausse de leur train de vie matériel. Et pour moi, ça, c'est, même si victoire ou non, c'est déjà une défaite. Si nous, donc quelque part, nous, c'est comme si on avait au moins cette victoire-là de se battre pour quelque chose comme notre spiritualité, quelque chose qui transcende juste notre poste en tant que travailleur, quoi. Mais justement, pour moi, ce sera aussi. d'accord avec Alors, toi. ce sera pas ce soir, mais ce sera aussi, pour moi, je pense, un sujet de débat à avoir où est-ce que nous, parfois, on se laisse pas absorber, et je pense qu'on est tous d'accord avec ça, comment l'islam et les musulmans en France peuvent être matrixés par la logique capitaliste. Et on reviendra sur tout ça, sur nos pratiques. Ouais, mais ça, c'est un vrai débat à avoir, tu vois, sur nos pratiques, sur nos façons d'être. Rien que moi, il y a beaucoup le débat, mais c'est parce qu'on se laisse aussi influencer par tout le contexte islamophobe avec l'idée de conformité à la République et de conformité à la modernité. Et donc, tu as plein de gens qui essayent de prouver que l'islam est conforme à la modernité, conforme aux sociétés actuelles. Et je suis en mode, mais c'est le cauchemar, ça. Si on fait le but, est-ce que c'est vraiment que l'islam soit conforme à une société telle qu'elle existe aujourd'hui? Et justement, quand tu parlais de moi produire, alors je sais plus, le gars, c'est un gars qui a sorti un livre il n'y a pas très longtemps sur l'écologie et qui finissait par travailleurs du monde entier, faites la sieste. Un truc comme ça. Il disait que l'une des révolutions et tout, écologiques et tout, notamment, c'est les siestes. C'est l'idée de on produit moins. Tu dis, c'est bon, on arrête, on n'est pas obligé d'être des êtres qui produisent tout le temps, il y a d'autres choses à faire, on n'est pas obligé d'être productif et tout. Et là, je me demande s'il n'y a pas un retour à ce qu'on disait déjà depuis le début, là, sur la religion, sur la spiritualité, et voilà, d'être un peu dans le désert, d'avoir aussi des temps à soi, des temps de pause, des temps de réflexion. Et c'est notamment une discussion que tu voulais avoir, toi, ce soir, c'est le rapport à la sobriété, tout ce qu'on dit sobriété et islam. Et c'est vrai que
Et c'est quelque chose qu'on a perdu, et notamment pendant le ramadan. On veut dire, quand on fait le ramadan et qu'on fait le ftour, là, qu'on fait qu'on rompt le jeûne et qu'on voit les plats immenses, les tables bien garnies et tout, et qu'on se bourre à fond et tout, et que parfois on a l'impression qu'on a perdu parfois la signification de ça et Le sens originel, quoi. voilà, le sens originel et l'idée de sobriété. Je sais pas si tu voulais ajouter des. Non, mais même quand on. Parce que moi j'ai un peu de mal avec ça, parce que même si je suis d'accord hein, avec le fait que parfois on fait n'importe quoi avec Ramadan, mais j'ai un peu de mal avec ça parce que j'ai l'impression qu'on est en train de catégoriser ceux qui font bien le ftour. Le Tu bon vois, chasseur et le mauvais chasseur. Voilà, c'est Bah ça. là, Ouais. nous, Ceux qui font bien le je ftour mets avec des tout dans le pizzas, trucs, et puis ceux qui font mal le ftour et qui ont un ftour populaire avec plein de pizzas, du gras et tout des trucs. Même si on lui peut avait se dit mettre dedans et seulement tout, tu vois. 2 pizzas. Ouais. Non, mais attends, le truc c'est aussi que moi c'est pas un truc. Ah, il y en a qui le font bien, c'est vraiment interroger, tu vois. Oui. Non, je sais, mais juste, je Non, mais pointe je pense que l'écueil. t'as raison, c'est Je important de pointe mentionner l'écueil, ça. tu vois, pour pas tomber dans se mettre au-dessus de la mêlée et tout. Bien sûr. Parce que Bah, ils même ont pas quand vu tu. notre store à côté là. Hein, c'est Bah tout, oui, voilà. non, mais les gens le savent pas. Ouais. Même quand tu ftors et que tu fais un ftor de dingue, en fait, la journée, t'as pas mangé. Ça veut dire que toute la journée, tu n'as pas mangé. T'as mis ton corps dans une sobriété forcée et en plus, t'as sauté un moment hyper important, sacralisé dans l'Occident moderne. Ça veut pas dire qu'il est bien ou mal, c'est le repas du midi. Midi, on mange. Déjeuner. Tu vois, on mange. Le Et déj. il y a plein de choses autour de ça socialement et tout. Et ben là, en fait, tu t'es forcé. Et tu as été forcé par quelque chose de transcendant en vérité, hein, que toi tu crois transcendant, par ta spiritualité. Tu as été forcé par ta spiritualité et par ton idée à casser le continuum moderne ou alors ta vie moderne en vérité. Et du coup, Ramadan, c'est un espace de sobriété et je crois que ce que tu disais tout à l'heure aussi Aurélien, qu'il y a un moment où il faut juste s'arrêter en fait. Il faut juste produire moins. Et en fait, Ramadan, c'est un peu ça aussi, tu vois, je crois. Et la spiritualité nous enjoint aussi à toutes les spiritualités de toute manière. Ouais. Alors, on revient en boucle hein, au truc du début de tout à l'heure, du désert. Il n'y a pas spiritualité sans désert. Ramadan, c'est un petit désert, tu vois. Tu t'as dit quoi? C'est exactement ce que j'ai dit exactement ça, mais c'est pas grave. Mais on devrait animer une émission ensemble, non? Jean-Christophe Bailly, cité par Jean-Luc Nancy, disait que l'Occident, enfin il l'a pas dit exactement comme ça, mais je le traduis, que l'Occident chrétien n'a pas été capable d'irriguer son propre désert. Mais en fait, moi je crois que c'est pire que ça en fait. Il l'a irrigué avec de l'eau empoisonnée, c'est qui venait des méga bassines. Et en fait, on a fait pousser des fleurs en plastique, et c'est pire que tout en fait. C'est-à-dire que tu vois, on a même finalement industrialisé et récupéré le désert. Et c'est vrai que sur le concept de sobriété, ce qui est triste, c'est de le présenter comme quelque chose de triste en fait. Tu vois, aujourd'hui, le chef de l'État nous dit pardon les amis, le temps de l'abondance est fini. Alors déjà, le temps de l'abondance est fini, c'est faire comme s'il avait existé pour tout le monde, ce qui est un tantinet embêtant. Mais en plus, c'est faire comme si c'était forcément triste. Bon, franchement, je veux dire, redécouvrir les chants d'oiseaux plutôt que les notifications Twitter, c'est peut-être pas si triste. Ouais, que mais ça, c'est pas ce qu'il quand on promet y lui. C'est pour réfléchit. ça qu'elle est Vraiment, triste. tu vois. Lui, la sobriété qu'il promet, c'est qu'on trime toujours pareil, et même on va travailler plus, on va travailler plus longtemps. Et en plus, les gens vont pas profiter de leur travail, entre guillemets, parce qu'il y avait un certain Oui, contrat parce que social, c'est une c'est-à-dire que, vision. Oui. ok, on trime dans la société capitaliste, mais on accède aux classes moyennes, on accède au confort, on accède à la viande, on accède à la machine à laver, propriété. à la télé, à la propriété. Là, ce qu'il dit, c'est, bon, vous allez travailler pareil, même plus, mais c'est fini tout ça. Et donc, et c'est pour ça que moi, je pense que les gens réfléchissent mal la sobriété, parce qu'ils pourraient avoir, comme tu dis, une sobriété qui serait dans... Mais ça demande à repenser la société. Oui, une réappropriation du sens, quoi, tout simplement. Ouais. Ouais. Non, vas-y. Mais moi, je pensais justement à ça, sur la sobriété, c'est quand même à quel point les gens se rendent pas compte du nombre de personnes qu'on est dans ce monde. Et finalement, le vrai problème, c'est si on agençait beaucoup mieux la production et si on s'organisait beaucoup mieux. Mais vous savez, les gens ne se rendent pas compte qu'on travaillerait peut-être 3 heures par jour, mais même moins peut-être. Mais c'est fou à quel point déjà, quand tu t'imagines vraiment la sobriété, c'est un bonheur ultime la sobriété. C'est vraiment parce que ça s'inscrit dans un autre type de monde dans lequel on n'a pas besoin déjà on a créé des besoins artificiels, la capteuse a créé des besoins artificiels mais dont on n'aura peut-être pas besoin si on choisit collectivement de plus les vouloir. Et du coup la sobriété ce sera par exemple aussi une réponse à la division du travail, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de faire un travail toute sa vie, on pourra en faire plusieurs différemment, puisque aussi la vie peut être agencée en fonction du travail, on travaillerait beaucoup moins. Il faut vraiment s'imaginer, et ça je sais que c'est difficile à s'imaginer, mais il faut vraiment comprendre que tout ce dont on parle, c'est encore intimement lié à la spiritualité, parce que c'est un changement profond de société, mais aussi, évidemment, de nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est aussi nous-mêmes, là, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, on est imprégnés du capitalisme, donc il faudra aussi qu'on s'en échappe. C'est Lénine qui disait dans
l'état de la révolution, et il parlait notamment de, ou je sais plus si c'était Engels ou Lénine, c'est Lénine qui a écrit ce bouquin, mais bref, il disait notamment dans l'idée du marxisme, eux-mêmes disaient par exemple que nous, supposons qu'on ait réussi la révolution socialiste, ben en fait, il faudrait encore 2-3 générations pour qu'il y ait le vrai socialisme, le vrai communisme en tant que société utopique, parce que nous-mêmes, on serait encore imprégnés du capitalisme, et du coup, on pourrait pas s'en sortir comme ça. C'est aussi ça l'idée, c'est que il faut comprendre qu'à la fois la solution est collective, qu'on va choisir, on fera des choix ensemble. Quand je dis collectif, c'est pas à l'échelle de la France, c'est à l'échelle mondiale, quoi. Et aussi, du coup, qu'il faudra tout, enfin, il faudra changer beaucoup de choses, et ça passera évidemment par notre propre personne, mais pas d'un point de vue individuel, d'un point de vue, ça passera aussi par un changement du collectif vers nous et de nous vers le collectif. C'est une symbiose, c'est pas juste le collectif qui va imposer un changement sur l'individu, ça c'est l'autoritarisme plutôt négatif, c'est un mélange des deux. Et donc il faut aussi comprendre que là, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, Wissam, c'est que la sobriété est une utopie pour moi. C'est-à-dire que moi j'adorerais vivre dans une sobriété, dans un désert avec un oasis à la limite pour tout le monde, c'est-à-dire un petit peu quand même voilà, petite canette, quoi. Une petite canette d'oasis, tropicale, tranquille. Mais on est bien avec un désert. Franchement, moi je trouve que c'est très bien la sobriété. Et il faut comprendre, faut vendre ce type de société aux gens, je pense. Et avec, je veux dire, la nécessité de la sobriété, c'est peut-être moins de rapport avec la technologie, entre guillemets, là je fais très abstrait, peut-être moins d'utilisation de PC, de tout ça, mais aussi un retour aux humains, tu vois, un retour de rencontre, un retour d'avoir des lieux. Qu'est-ce qu'il y a, ça vient, qu'est-ce qui te fait rire? C'est pas qu'est-ce que je dis. Je suis fatigué. Je suis très fatigué, ouais. Il a été que perturbateur à cette émission. Non, c'est un amour, Samir, faut pas dire ça, c'est un amour. Et- Non, mais je t'imaginais dans son oasis, c'est pour ça. Mais c'est bien, tu vois, c'est déjà de la Est-ce que je voulais dire aussi, et le lien, et ce que je trouve bien, en fait, moi, ce qui m'énerve un peu, c'est l'idée d'avoir un programme tout fait. Tu vois, c'est un peu ce que vont dire les opposants à l'écologie, c'est c'est quoi la société que vous proposez à côté, tu vois? C'est quoi votre programme? C'est quoi? Oui. Expliquez-nous, faites-nous les détails de votre société et tout. Et qu'ils comprennent pas. C'est un peu comme la religion, c'est-à-dire que la religion, c'est Faites aussi le en bilan, pratiquant. Comment? Faites le bilan. Ouais, le bilan et tout. Et Est-ce qu'il est exposez-nous équilibré, votre plan. équilibré. Et C'est l'assiette. des chats, tu vois. Hein, et l'assiette. Exactement. Et en fait, ils comprennent pas. La religion, c'est aussi ça, c'est beaucoup par la pratique. C'est-à-dire que plus tu vas pratiquer, plus tu vas découvrir d'autres questionnements, plus tu vas accéder à des choses, plus tu vas te sentir plus et tout. Et la lutte, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan préétabli. C'est-à-dire qu'on tâtonne, on travaille ensemble, on pratique, on sait que ça va pas, peut-être qu'on n'a pas de solution là directe, mais on va essayer et les autres, c'est comme tu as dit, c'est des expériences, c'est-à-dire, bon, on va essayer de faire ça, il y a ça qui marche pas, on va essayer de faire autrement et tout. C'est un peu il y avait cette image de Chomsky sur le progrès, qui disait que c'était un peu comme une montagne qu'on gravissait, qu'on a l'impression d'atteindre le sommet, on atteint le sommet, et en fait, non, on voit qu'il y a une autre montagne. Et donc, c'est un peu cette vision-là qu'ont pas les gens qui attendent que ce soit là, tout près déjà. Oui, et ce que tu dis des ZAD, on pourrait le dire aussi d'ailleurs des étrangers. Moi, je trouve qu'il devrait y avoir plus qu'un droit, en fait. Il devrait y avoir presque un devoir de non-assimilation. Et alors évidemment, Oh, c'est très c'est beau, ça. provocateur dit comme ça. Mais écoute, prenons un point de vue, intégrationnisme. tu vois, prenons un point de vue purement utilitariste. Pas du tout éthique, purement utilitariste. Mais en fait, quel est l'intérêt d'avoir un étranger qui est comme toi chez toi, en fait? Il Bah t'apporte rien, quoi. Ouais. Finalement la seule plus-value, tu vois, disons-le vraiment comme un économiste capitaliste, la seule plus-value de l'étranger, c'est qu'il est différent, quoi. S'il est plus différent, il n'a plus aucun intérêt, il n'a plus aucune valeur, il t'apporte rien, en fait, il t'apprend rien. Et j'ai toujours trouvé cette idée d'assimilation au sens vraiment de la réduction, du lissage à l'autre, comme étant absolument aberrante. Pas seulement d'un point de vue éthique, mais même d'un point de vue pratique et politique. Restez barbare. Ouais, c'est barbare, ouais. Oui, ouais, dans le bouquin Rester barbare, après, Auria va dire que c'est pas la partie intéressante, mais tant pis. Mais c'est le côté, c'est le oui et alors que j'adore. Le Ouais. oui et alors. Moi, je me souviens une fois, j'avais dit des conneries, c'est pas la première fois, où quelqu'un avait écrit un article sur moi dans un truc du Figaro, je crois, en disant Aurélien Barraud veut la mort de l'Occident. Et tu vois, alors au début, tu flippes, tu dis non, moi je vais m'expliquer, j'essaie d'expliquer que c'est pas du tout ça que j'ai voulu dire. Puis au bout d'un moment, tu te dis oh putain, ils sont tellement cons, t'as juste envie de dire oui et alors. Ouais. Tu vois en fait, oui et alors, ça veut pas dire je suis d'accord. Évidemment que ça veut pas dire je suis d'accord, mais ça veut dire vous êtes tellement bête qu'en fait, j'ai juste pas envie de parler avec Plus vous. envie quoi. de Et en fait, justifier. j'ai pas honte de pas rentrer dans ce carcan. Et dans le chat, là, j'ai vu qu'il y a eu plein de noms géniaux qui sont passés. Hein. J'ai vu qu'il écrit parler de Gortz, de Ellul, de Illich, de Grothendieck, etc. Bah ouais, ça aurait été bien. Alors, pour terminer, parce qu'on arrive à la fin, Tu reviendras. moi, il y avait Ah, juste. Grothendieck surtout, c'est vraiment bien.
Vas-y. Intégration. Voilà, j'ai bugué en plus. Vas-y, refais-la, En plus, refais-la. ça dit- Non, Attends, silence. non, vas-y, ça y est. Allez. L'intégration, c'est la désintégration. C'est le petit. Ça clique Nordine, on va dire ça comme ça. Non, moi, ça va être la fin. Alors, c'est vraiment deux questions de curiosité qui n'ont pas trop à voir avec la spiritualité, mais je voudrais avoir ton avis. Est-ce que tu as suivi l'actualité avec les méga bassines? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, de la radicalisation du mouvement écologiste, toi? Et pourquoi tu fais ça? Non, vas-y. Et est-ce que tu connais Andreas Malm? Qu'est-ce que tu en penses? Non, je connais pas. Tu connais pas Andreas Malm? Comment Non. ça peut être Pas aller à l'école. Alors, la fabrique, vous envoyez. Ah, je suis tout un de suite- indigène, hein, je suis désolé. Vous envoyez tout de suite Andreas Malm, les livres d'Andreas Malm à Aurélien Barraud. C'est un écolo, léniniste, commence à botter, alors je vais le dire à ma manière, une pipeline, la chauve-souris et je sais plus quoi. Bon, il je vais écrit- lire, je te remercie. Non, mais juste en amont, merci beaucoup. Blague à part, merci. C'est toujours chouette de découvrir un auteur qu'on connaît pas. Et juste sur ce que tu dis avant, en fait, ce qui est dramatiquement triste avec cette histoire de méga bassines, en fait, c'est probablement pas les méga bassines en tant que telles qui sont sans doute pas aussi graves que ça. Ce qui est dramatiquement triste, c'est qu'on soit incapable de réagir à un problème autrement qu'en étant dans la surenchère technique du gigantisme. En fait, c'est ça qui est intéressant chez ceux qui s'opposent aux méga bassines. C'est pas tellement leurs arguments techniques, etc., parce que c'est probablement pas la fin du monde en vrai, ces méga bassines. Mais là où ils ont raison, c'est que C'est on va le manquer symbole d'eau. On va manquer d'eau, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revoir notre agriculture, il faut comprendre qu'on peut peut-être pas manger effectivement de pastèques en plein milieu de l'hiver, quoi. C'est pas à ça que servent les méga bassines, mais symboliquement, je veux dire que c'est un moment symbole. là, c'était vraiment un moment béni finalement pour se dire, bon très bien, contraint par quelque chose qui me dépasse, je vais être obligé de revoir mon modèle. Et la méga bassine, c'est une façon de dire, je ferai tout sauf ça. Je vais m'entêter, aller toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus gros, y compris par l'usage de la force. Et c'est juste immensément triste en fait. C'est une nouvelle occasion ratée. C'est un surempilement d'occasions ratées où le monde nous donne comme ça des petits signes qui sont encore relativement petits en Occident et on les éradique les uns après les autres. On ne retient aucune leçon et quel manque de sérieux. Est-ce que quoi. tu trouves vraiment que c'est une occasion ratée à 100%? Parce que tu dis que c'est une occasion ratée parce que le gouvernement, on va dire, la classe bourgeoise n'a pas voulu écouter. Mm. Mais ça, on le savait. Est-ce que c'est pas une occasion un peu réussie dans le sens où il y a une radicalisation des écolos, il y a une idée de maintenant on va plus lâcher l'affaire, ça va être autrement, avec l'idée de c'est fini les négociations, il faut que ça change, tu vois. Et aussi, moi ce qui m'étonne, c'est quand même un soutien de la part de l'opinion publique par rapport à ça. T'es plus optimiste que moi. Ah mais moi je suis l'optimiste du groupe. Moi, le rapport de force, franchement, j'y crois au niveau poétique, par exemple. J'y crois au niveau intellectuel, peut-être au niveau spirituel, au niveau scientifique. On a déjà gagné sur tout ça. On a déjà gagné parce qu'on parle à des machines. Donc, on a forcément gagné. En revanche, le rapport de force avec Darmanin, si tu parles de force physique, là, ça va être plus compliqué quand même. Hein. Ça sera le sujet de la prochaine émission. Qui c'est qui gagne à la bagarre entre Barraud et Darmanin? Vos paris. Alors, Je le prends à un match d'équation différentielle quand il veut. comment il s'appelle? Oh. Eh mais ça serait intéressant. Il est bon en maths. Non, pas en maths, mais une question sur l'intelligence, le QI, la race, tout ça. Mais bref, c'est un autre sujet. On va arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, oh là là. Merci, Nitessence. Sac Attends. abonnement, merci Merci, Elias. Oh là là. Merci Elias. Petit Vous flex. êtes Fort, vous êtes fort. Est-ce que ça vous a plu, les gens? Est-ce que vous validez Aurélien Barraud ou pas? Est-ce qu'on valide Aurélien Barraud? Est-ce que nous on reste ou est-ce que c'est lui tout seul maintenant? Voilà. Qui est le maillon faible? Très cool, Qui est super. le maillon c'est faible? cool. Non, Bien vous sûr, nous oui, faites quoi, Aurélien là Barraud le GOAT, validé. Merci. Meilleur stream, Vous on nous faites pas un valide. truc Ouais, à la tête. désolé pour le Ah, merci. Cool. Est-ce que ça t'a plu cette émission totalement amateur? Ah ouais, c'était sympa, ouais. Sauf que j'ai juste un reproche en fait, c'est qu'il y a plein de super bonnes bouffes arabes et je suis venu avec une part de pizza. Et On n'a franchement, pas fait. C'est la franchement, sobriété, tu te contentes de ce qu'il y a. C'est ça. C'est le grand remplacement. mon Vous gars. auriez pu me donner autre chose. Quoi. On se garde les meilleures pièces. Non, mais c'est vrai que la T'avais prochaine qu'à fois. on manger fera- de la viande. Ah oui,
Ah mais c'est ça le problème, mais je suis con. Il y a un indépassable culturel entre Mais nous. j'avais on va finir oublié, sur- Oh, t'as ramené de la caméra, on a fait exprès. Ah oui, mais ça, j'ai adoré ça. Non, mais j'en ai bouffé plein. Ah oui, il faudra t'es végétarien, il faudra du végétarien. Mais il y en avait plein, la casserole. Bien C'est super sûr. bon. Bah ouais, mais bon, ça suffit pas. La Euh, casserole que n'a pas fait Ria, évidemment. Ouais, Ah, Bref, au livre. au livre, dans ton premier livre. Et bah écoute, j'espère qu'on te reverra un de ces quatre ici. C'était un plaisir en tout cas. Je sais pas si vous avez. Regarde, ils sont dissipés. Je sais pas si vous avez apprécié la discussion. Ouais, si, bravo. Non, mais là, c'est pas Bouffe et Barbare, là, c'est Bobo et Barbare. Donc on passera dans la salle d'à côté pour la conversion. Après la conversation. déjà, on va rentrer dans les. Samir, il a pas parlé parce qu'il s'est dit dès qu'on parle dans cette émission, ça y est, on est plus musulmans. Et vous aussi, vous sortez pas. Hein, là, toi, vous sortez pas. Ça y est, c'est fini. C'était un piège, c'était un guet-apens. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci C'était à vous. cool. On va faire le raid chez Ilyes OMG. Le raid, Attends, je peux faire c'est-à-dire. une promo. Ouais, vas-y, C'est un truc qui a rien à voir. vas-y. Mercredi, c'est demain? Non, mercredi, c'est après-demain. Après-demain, à l'Opéra de Nice, il reste quelques places. On fait un concert avec Ah oui, parce que t'es rappeur. Ouais. On fait un concert avec l'Orchestre Philharmonique de Nice et aussi des rappeurs et des bref une chanteuse lyrique qui s'appelle Marina Viotti qui a pris la victoire de la musique classique cette année, artiste lyrique, ouais. Et ça va défoncer. Il reste quelques places et s'il y a des gens qui sont dans le sud, ouais, Chez Ciotti, non, ouais. c'est pas Ciotti, Nice, c'est Strozzi. Je crois que c'est Ciotti. Ouais, c'est Ciotti aussi. Ciotti aussi. Ah, les deux, Ah, ils sont en coloc. Ah ouais. Ah ouais, c'est chaud. Alors, attendez, il y a le train de la hype. Il y a même Vardon. Eh ben, Tu connais Vardon? Non. non, mais c'est Ah, il y a 3 Digard minutes. aussi, il y a Didier Digard. 3 minutes Ouais, le train de la hype. Les gens, donnez de l'argent qu'on remplisse le niveau 5 du train de la hype. Ouais. J'avais pensé J'ai- à un thème d'émission que j'avais oublié. Et j'avais oublié de t'en parler. C'était le divertissement, ton rapport au divertissement. En tant que Toi, musulman. t'es rappeur. Ouais. Et comment tu l'articules avec ta religion? Parce que ça m'intéresse. De ouf. Ouais, même au loisir, regarde, on a 2 minutes. Faut qu'on parle 2 minutes 30 pour que les gens ils mettent de l'oseille. Bah, c'est ça, je pour voulais qu'on faire aussi. Alors, ce livre, les gens, j'en ai parlé sur Twitter. C'est l'éditeur qui me l'a envoyé, Nick Taras, de comment il s'appelle, Adrien Desnouettes, une histoire de rire en France. Je suis à la moitié. Les gens, je vous avais dit, je vais vous donner un retour de ce livre, mais j'avais kiffé la couverture. Mais il Oui, est c'est Mustapha sur la franchement, couverture. Ouais, je Mustapha. suis à la moitié et je le dévore. Il est trop bien. Et ce gars a tout compris à Mustapha El Atrassi. Il a Il tout faut compris. acheter son bouquin alors. Ah, il faut acheter. Mais Acheter son bouquin. j'en reparlerai. Je ferai une rubrique sur le livre et tout. Mais c'est incroyable. Et il y a un autre livre aussi sur Louis C.K. Non, c'est comment il s'appelle? Louis C.K. et qui est sur la même maison d'édition et qui a l'air vraiment pas mal. Mais en tout cas, on va en reparler. Et peut-être qu'on invitera Adrien Desnouettes pour parler de l'humour, pour parler de la provocation et pour parler des Arabes en France. Parce qu'il a vraiment le propos, en fait, les derniers qui font de l'humour corrosif, contestataire à la Charlie Hebdo de l'époque. Oh, merci beaucoup. 10 tonton. abonnements. 10 abonnements. Ce sont les Arabes, donc on reparlera de ça. Ça y est, Voilà. train de la hype. Merci. Le titre, c'est quoi le titre? C'est Nick Nick Taras. Taras. Et la couverture, je la trouve superbe. Et c'est une maison d'édition, elle a des couvertures. Alors, je sais que ça fait un peu superficiel, hein, les couvertures et tout, mais je suis désolé. Moi, je travaille dans une librairie, il y a des livres, leur couverture, t'es là en mode. Ça te... Mais même le fond est génial. Bon, je crois que c'était Benzema, moi. Ouais, je crois que c'est Benzema aussi. Ouais. Mais je suis pas sûr que ce soit Benzema. Tu vois? On voit Benzema et Baf, on voit SCH. Moi, je vois. Ah, c'est peut-être SCH. Ah, oui, ouais. c'est SCH. SCH. C'est SCH. C'est SCH. Si, c'est C'est le SCH. S, ça. C'est le S. C'est le S. Ah, désolé les gens, Merci, on va pas Elon pouvoir Musk. attendre la fin de Train de la Hype. Si dans 30 secondes il n'y a pas un don, on arrête. Comme ça, la maison d'édition c'est Façonnage Édition. Façonnage Édition. Tu connais Mustapha El Atrassi? Elle a tracé, il a mis ses spectacles sur YouTube. El Atrassi, il a mis ses spectacles sur YouTube. Communautaire. Communautaire. DJ Drogba, on a 87%. Merci, Plus que DJ. 13%. C'est quoi ta dernière lecture? Tu lis quoi en ce moment, Aurélien? Ça m'intéresse. Ah, C'est trop Non, ouais. intrusif? Oh. Je l'entends rire depuis là-bas. Non, c'est vrai que je lis beaucoup en ce moment, mais je sais pas, j'ai pas vraiment. J'ai envie de répondre seulement si j'ai un truc génial à dire, et je crois que j'ai pas un truc génial à dire là. Donc. Non, parce que tu sais quoi, dans le chat, il y a quelqu'un qui a posé la question 2 fois.
Là, il y a un mec qui a Merci, Pacaret. Quoi? Oui, j'ai des romans. ouais, ouais. Allez, Là, il y a un mec qui 100%. demande. Ouais. Il pense quoi, Ouais, Barreau on est niveau huit, de. en fait, à chaque fois, ça. Ouais, mais là, c'est bon, là. Oui, non, oui, bien sûr, j'ai des romans, ouais. Mais là, il y a un mec qui Merci, avait écrit Il Baccarat. pense quoi, Barreau de Lordon. Merci, Baccarat. Et en fait, Lordon, il déteste tout le monde, donc il me déteste Pourquoi il évidemment. te déteste Parce Merci, qu'il petit déteste tout le monde. Mahashka. Mais moi, je lui rends pas l'appareil. Moi, je l'aime bien. Moi, je le trouve Merci, intelligent, je le Big trouve Fan. brillant, je le trouve vif, je le trouve subtil. Simplement, il manque encore d'envergure, en fait, Lordon, parce qu'il pense que au sein d'une vision purement économique, en fait. Donc, Ouais. il est juste au niveau 1. Donc, maintenant, il faudrait qu'il passe au niveau 2, puis au niveau 10, puis au niveau 100. Mais à son niveau, il est super Ouais. bon. Et moi, je lui rends pas sa détestation et son mépris. Est-ce que tu Au veux qu'on contraire. organise une rencontre? Non, il va se faire chier. Donc, En tout cas, il paraîtrait que nous, il nous aime bien. Mais nous, on te préfère toi. Parce que t'es vous avez un venu. goût, les mecs. Parce que t'es venu. Mais vous êtes bien, en fait. Mais ça, c'est la Ouma. On préfère toujours ses frères. Ça veut dire quoi? C'est la communauté. La c'est les- communauté, ouais. Eh ben écoutez les gens, en plus on va arrêter là parce qu'en plus Samir il doit rentrer et tout, on travaille demain et tout, je suis désolé. Merci à tous, merci beaucoup. On va faire le raid, tu peux le faire, le monteur tu peux le lancer. Il restera 2 minutes après pour le lancer. Ouais bah oui, il fait ça là. Elle m'énerve elle. Non je rigole, je rigole. Marrant quand même. Merci à tous, merci Aurélien, merci, Merci à vous. Azadi, merci Baf, merci Ismail, merci Samir, Et merci l'équipe Wissam. technique, Alan, Christophe, le monteur. En plus, ils ont galéré avec les micros. On peut les applaudir, les pauvres. On peut les applaudir parce que. Je pense qu'ils devaient galérer et ça devait les énerver qu'on s'énerve contre eux. Donc, ils ont fait, ah, c'est une putain, vous n'y êtes pour rien. Donc, merci à eux et désolé de s'être un peu énervé et tout. Et Nick Labac. Et Nick Labac. Et la brave. Et la brave. Et la Et brave. la brave, bien sûr. Salut, salut. On peut lancer le raid. Salut.